Caleb Ward n'avait jamais frappé un homme en costume auparavant, mais quand il a vu ses doigts manucurés se refermer sur le poignet de la femme, assez fort pour laisser des marques, 35 ans de retenue se sont tus, et quelque chose de plus ancien s'est réveillé. En 2 secondes, il a traversé le café. En 3, l'homme riche était plaqué contre le mur. Les tasses de café tremblaient. Toute la salle était figée. Caleb n'a pas crié. Il ne crie jamais. C'est ce qui rendait la scène terrifiante. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans ce café ne savait, c'est que la femme discrète qu'il venait de sauver aurait pu acheter la ville entière d'un simple coup de fil. Avant de continuer, faites-moi une faveur. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez, comme ça, je pourrai voir jusqu'où cette histoire voyage. Et si vous pensez que la valeur d'un homme bon ne se mesure pas à son compte en banque, abonnez-vous et restez avec moi jusqu'à la fin. La cloche au-dessus de la porte du Blue Kettle Café a sonné à 6h42 ce matin-là. Comme tous les matins depuis 4 ans, Caleb Ward est entré, avec déjà de la graisse sous les ongles et la main froide de sa fille blottie dans la sienne. 2 chocolats chauds et un café noir, a annoncé Lily à toute la salle, en levant 2 doigts comme un petit général. Un seul chocolat chaud, a corrigé Caleb doucement. Tu as déjà pris ton petit déjeuner. Mais Marge fait le bon. Marge fait le cher. Derrière le comptoir, Marge a éclaté d'un grand rire bourru. Un rire qui accueillait les camionneurs et les mécaniciens depuis 30 ans. Un chocolat chaud offert par la maison, parce que c'est mardi et que je la préfère à toi, Caleb. Tout le monde la préfère à moi. C'est l'avis de toute la ville. Il l'a dit d'un ton neutre, mais une ébauche de sourire se dessinait. Et Lily lui a souri de toutes ses dents, avec un trou là où était sa dent de devant. Elle avait 8 ans et était petite pour son âge, avec les yeux bruns de sa mère et le menton têtu de son père. Et elle était, sans l'ombre d'un doute, la seule raison pour laquelle Caleb Ward prenait encore la peine de se lever le matin. Il l'a guidée vers la banquette du coin, celle près de la fenêtre. Celle qu'il prenait toujours parce qu'elle lui permettait de voir la porte. Une vieille habitude. On pouvait sortir l'homme de la marine, mais on ne pouvait pas lui apprendre à s'asseoir dos à une salle. Pas après tout ça. Papa, est-ce qu'on est riche? Caleb a posé le chocolat chaud devant elle. D'où ça sort, ça? Tommy a dit que son père a dit qu'on est pauvre parce que tu répares des voitures. Le père de Tommy parle trop. Alors, on l'est? Il l'a regardé un instant. 8 ans, et déjà le monde essayait de lui imposer ses calculs les plus laids. Il voulait mentir. Les pères veulent toujours mentir sur ce sujet. Mais il s'était promis, le jour de la mort de sa mère, qu'il ne mentirait jamais à cet enfant. Jamais sur les choses importantes. On n'est pas riche, a-t-il dit. Mais on a un toit, on a à manger, et on sait les uns les autres. Certaines personnes qui ont bien plus que nous n'ont pas cette dernière partie. Alors je me dis qu'on s'en sort bien. Lily a réfléchi à cela avec la gravité d'un juge de la Cour suprême. D'accord, a-t-elle décidé, avant de retourner à son chocolat chaud. Et Caleb a ressenti la petite victoire personnelle d'un homme qui avait survécu à une question de plus sans craquer. Il avait 35 ans et il s'en sentait 60. 8 ans de service avaient fait ça à son corps. 2 genoux abîmés, une épaule qui lui annonçait la pluie, et un sifflement dans son oreille gauche qui ne partait jamais complètement. Mais ce sont les 4 dernières années qui avaient fait ça à son cœur. 4 ans depuis Sarah, cancer du pancréas. Ils avaient dit 3 mois, du diagnostic aux funérailles. Et il avait passé chacun de ses jours à faire semblant d'être fort pour une enfant de 4 ans qui demandait sans cesse quand maman rentrerait de l'hôpital. Il ne croyait plus au miracle. Il en avait prié un de tout son cœur, à genoux, dans une chapelle d'hôpital à 2 heures du matin, et il n'était pas venu. Alors, il avait pris une décision, là, dans cette chapelle. Fini d'attendre que le ciel arrange les choses. Désormais, il réparait ce qu'il pouvait de ses propres mains. Les moteurs, les canalisations, le toit qui fuit, le cœur brisé de sa petite fille. Et il arrêterait d'attendre quoi que ce soit gratuitement. Travail, école, maison. C'était la forme de sa vie, et il avait fait la paix avec ça. Ou du moins, il se le disait. « Finis ton verre, dit-il. Le bus arrive dans 20 minutes. » C'est à ce moment-là que la 2e cloche a sonné. Caleb l'a vu avant qu'elle ne voie qui que ce soit. Vieille habitude, encore. Il repérait chaque personne qui passait cette porte. Il les jaugeait en une demi-seconde, puis les classait. Menace. Pas de menace. Elle n'était pas une menace. Une femme peut-être un peu plus jeune que lui, les cheveux sombres attachés en arrière, un manteau gris uni, plus chic que tout ce que les gens portaient en ville, mais pas assez pour qu'on le remarque, sauf si on était le genre d'homme qui remarque les choses. Elle avait la posture de quelqu'un qui s'efforçait de prendre le moins de place possible. Elle a commandé un thé, s'est assise 2 banquettes plus loin. Elle n'a pas regardé son téléphone, n'a regardé personne. Elle a juste enroulé ses 2 mains autour de la tasse, comme si elle avait froid de l'intérieur. Caleb est retourné à son café. Ce n'était pas ses affaires. C'est devenu ses affaires 4 minutes plus tard, quand la porte s'est ouverte si violemment que la cloche a hurlé. Un homme en costume anthracite est entré comme s'il possédait le lever du soleil. Caleb connaissait ce type avant même que l'homme ne dise un mot. Il en avait rencontré une centaine dans une centaine de ports. Ceux à qui on n'avait jamais dit non, qui se déplaçaient dans le monde, certains que le monde se réorganiserait pour leur convenir. Des chaussures chères. Une montre qui valait plus que le camion de Caleb. Un visage qui avait probablement été beau autrefois, avant que l'argent ne s'en mêle. L'homme s'est dirigé droit vers la banquette de la femme et s'est glissé en face d'elle sans demander. Vivien. Il a dit le nom comme une accusation. Tu as la moindre idée du nombre de personnes que j'ai mises à ta recherche? La femme, Vivien, est devenue très immobile. Dorian, tu dois partir. J'ai pris l'avion sur 3000
000 miles. Personne ne te l'a demandé. Caleb gardait les yeux sur son café. C'était le moment où un homme intelligent s'occupait de ses affaires. Il avait sa fille à 3 pieds de lui. Il avait une vie entièrement construite pour ne pas faire de vagues. Ce qui se passait à cette banquette était la tempête de quelqu'un d'autre. Papa, a chuchoté Lily. Cet homme est méchant. Bois ton chocolat chaud, ma chérie. Mais je sais, il le savait. Il l'entendait dans la voix de la femme. Cette platitude particulière que les gens ont quand ils ont peur et essaient de ne pas le montrer. Il l'avait déjà entendue dans des salles d'interrogatoire. Dans la voie de civils dans des villages où les mauvais hommes étaient passés. C'était le son de quelqu'un qui avait appris que montrer sa peur ne faisait qu'empirer les choses. Rentre à la maison, disait l'homme. Cette petite disparition, c'est mignon, mais c'est fini. Le conseil d'administration pose des questions. Ta mère pose des questions. Tu n'as pas le droit de juste. Lâche mon bras. La tête de Caleb s'est relevée. Il n'avait pas vu l'homme l'attraper, mais il le voyait maintenant. Ses doigts manucurés refermés sur son poignet, les jointures blanches. Assez fort pour que la peau autour soit devenue pâle. Et il a vu son visage. Elle ne se débattait pas. Elle était partie loin, derrière ses propres yeux. Comme le font les gens quand se battre n'a jamais fonctionné. Quand ils ont appris que la seule chose à faire est d'attendre que ça se termine. Marge était devenue silencieuse derrière le comptoir. 2 camionneurs dans la banquette du fond étaient soudainement très intéressés par leurs œufs. Personne ne bougeait. C'est toujours comme ça que ça se passe. Une salle pleine de gens bien, et tout le monde attend que quelqu'un d'autre agisse. Caleb a glissé hors de la banquette. « Reste ici », a-t-il dit à Lily. « Ne bouge pas. Tu me comprends? » Quelque chose dans sa voix. Elle a hoché la tête, les yeux écarquillés. Il a traversé le café lentement, sans agressivité, calmement. Il avait appris, il y a longtemps, que la chose la plus bruyante dans n'importe quelle pièce est un homme qui n'a pas besoin d'être bruyant. Il s'est arrêté au bord de la banquette et est resté là. Et il a fallu 3 secondes complètes à l'homme en costume pour remarquer l'ombre qui était tombée sur sa table. « Je peux vous aider? » a dit Dorian avec le ton exact d'un homme qui chasse une mouche. « Vous lui faites mal. »« Pardon? » Son poignet. « Vous lui faites mal. Lâchez-la. » Dorian a levé les yeux, a vraiment regardé pour la première fois. Et Caleb l'a regardé faire le calcul que les hommes comme lui font toujours. La chemise en flanelle bon marché, les bottes de travail, la graisse sous les ongles. Et Caleb l'a regardé se tromper dans le calcul, comme les hommes comme lui le font toujours. « C'est une conversation privée, mon ami, » a dit Dorian. « Pourquoi ne retournez-vous pas à votre... » Il a jeté un coup d'œil à la table, à la petite fille, et quelque chose s'est retroussé au coin de sa bouche. « Votre famille. » Lâchez son poignet. Je ne le répéterai pas. « Ou quoi? » Dorian a carrément ri. « Vous allez réparer mon carburateur? » Caleb n'a pas ri, n'a pas bougé. Il a juste soutenu le regard de l'homme et a laissé le silence faire le travail. Et quelque chose dans ce silence a dû finalement atteindre la partie du cerveau de Dorian que l'argent n'avait pas encore pourri, car son sourire a vacillé. « J'ai fait taire des hommes plus grands que vous, » a dit Caleb doucement, « dans des endroits dont vous n'avez jamais entendu parler. Certains d'entre eux se croyaient dangereux, aussi. » Lâchez son poignet. Pendant une seconde, une longue seconde, personne n'a respiré. Puis Dorian a lâché prise. Il a lâché prise et s'est levé, redressant sa veste avec la dignité blessée d'un homme prétendant que c'était son idée. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire, » a-t-il dit à Caleb, à la femme, à la salle. « Vous non plus, » a dit Caleb. La mâchoire de Dorian s'est contractée. Il a regardé Vivien une dernière fois, et il y avait quelque chose de laid dans son regard, quelque chose de possessif et de froid. « Ce n'est pas fini, » lui a-t-il dit. « Tu ne peux pas te cacher dans un endroit comme ça pour toujours. Regarde autour de toi. Tu n'as rien à faire ici. » Il a boutonné sa veste. « Aucun de nous n'a rien à faire ici. » Et puis il est sorti, la cloche a sonné, et à travers la fenêtre, Caleb l'a regardé monter dans une voiture noire qui coûtait plus que ce que le Blue Kettle Café gagnait en 1 an, et s'en aller. La salle a expiré d'un seul coup. « Bon, » a dit Marge dans le silence. « Quelqu'un veut une autre tournée? » C'est pour la maison. Mes nerfs ont besoin de compagnie. Caleb s'est tourné vers la femme. Elle se frottait le poignet et ses mains tremblaient maintenant qu'elle pouvait trembler en sécurité. « Ça va? » a-t-il demandé. Elle a levé les yeux vers lui. Et c'était étrange, pour une femme qui venait d'avoir si peur. Il y avait quelque chose de stable en dessous, quelque chose qui avait appris à survivre à pire. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » a-t-elle dit. « Non, » a convenu Caleb. « Je n'étais pas obligé. Il aurait pu être dangereux. Moi aussi. » Cela lui a arraché un petit rire, plus un souffle qu'un son. Je suppose que oui. Elle a fléchi ses doigts, les testant. Merci, vraiment. La plupart des gens l'ont fait, a dit Caleb sans méchanceté, en jetant un coup d'œil à la salle qui retournait déjà à son café. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas leur combat. C'était le vôtre? Il y a réfléchi. Ma fille a dit qu'on vous traitait mal. Elle a généralement raison sur ce genre de choses. Les enfants ont raison. Il a regardé Lily, qui observait toute la scène, la bouche légèrement ouverte, avec du chocolat chaud sur la lèvre supérieure. Vous voulez que je demande à Marge d'appeler quelqu'un? Le shérif? Cet homme? Non. Rapide. Trop rapide. Puis plus doucement. Non. Merci. C'est compliqué. Mais il ne reviendra pas. Pas aujourd'hui. Vivien, c'est ça? C'est comme ça qu'il vous a appelé. Une pause. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Une petite hésitation. Il s'en souviendrait plus tard, quand tout prendrait sens. Vivien, a-t-elle dit. Vivien Hill. Caleb Ward. Il n'a pas tendu la main. Les siennes tremblaient encore.
c'est Lily. C'est elle qui vous a remarqué. Je ne fais que le gros du travail. Vivien a regardé par-dessus son épaule la petite fille et tout son visage a changé. S'est adouci. Salut, Lily. Salut. Lily s'est essuyé la bouche sur sa manche. Ça va? Cet homme était vraiment méchant. Il avait un visage méchant. Il avait un visage méchant, a convenu Vivien. Sérieusement, mon papa a un visage qui fait peur, mais il n'est pas méchant. Il est juste fatigué. Lily, c'est vrai. Marge l'a dit. Elle a dit, tu es l'homme le plus fatigué de tout le comté. Marge, de derrière le comptoir. Je maintiens. Et pour la première fois depuis que la cloche avait hurlé, Vivien Hale a souri. Un vrai sourire, petit et surpris, comme si elle avait oublié qu'elle pouvait le faire. Eh bien, a-t-elle dit, ton papa a aussi un visage très courageux. Il vient de me sauver d'un homme méchant. C'est un visage de héros, je pense. Ce n'est pas un héros, a dit Lily avec l'honnêteté écrasante d'une enfant de 8 ans. C'est juste mon papa. Caleb a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la bagarre. Le bus, a-t-il dit en regardant l'horloge. Lily, prends ton sac. On doit y aller. Les minutes suivantes furent le chaos ordinaire pour faire sortir un enfant. Le sac à dos, la moufle oubliée, le rappel pour le formulaire de sortie scolaire. Le baiser sur le sommet de la tête dont Lily commençait à avoir honte en public, mais qu'elle autorisait encore. Caleb l'a accompagné au coin de la rue, a attendu que le bus jaune l'avale. Il a regardé son petit visage à la fenêtre jusqu'à ce qu'il tourne au coin. Il faisait ça tous les matins. Il ne l'a jamais manqué une seule fois. Quand il est revenu pour prendre son café à emporter, Vivien Hale était toujours là. « Vous avez des yeux gentils », a-t-elle dit. « Pour un homme avec un visage qui fait peur. Ne le dites à personne. Ça ruine ma réputation. Je ne le ferai pas. » Elle s'est levée, a pris son manteau, maintenant calme. Ce qui s'était détaché en elle quand Dorian lui avait attrapé le poignet, elle l'avait soigneusement rangé à nouveau. Je pensais ce que j'ai dit. Merci, Caleb Ward. Vous ne me connaissiez pas, et vous m'avez défendu quand même. C'est. Elle s'est arrêtée, et juste une seconde, son calme s'est fissuré, et il a vu quelque chose de brut en dessous. Quelque chose de solitaire. C'est plus rare qu'on ne le pense. D'où je viens, a-t-il dit, c'est juste ce qu'on fait. D'où venez-vous? D'ici. J'ai grandi à 2 rues d'ici. Je suis parti un moment. Je suis revenu. Il a haussé les épaules. Pas une grande histoire. J'en doute, a-t-elle dit. Et puis elle est partie, dans la matinée grise. Et Caleb est resté là, avec son café qui refroidissait et le sentiment étrange et mal à l'aise d'un homme qui venait de faire quelque chose d'important sans comprendre pourquoi. Il a chassé cette pensée. Il avait une transmission à reconstruire et un radiateur qui fuyait. Et un client qui arrivait à 9 heures et qui ne payait jamais à temps. Il n'avait pas de place dans sa vie pour des femmes étranges avec de beaux manteaux et les hommes qui les poursuivaient. Il est monté dans son camion. Il est allé travailler. Il n'a plus pensé à elle. Ou c'est ce qu'il s'est dit. La vérité était plus compliquée, comme la vérité l'est généralement. Ward et Fils Auto avaient une enseigne qui n'avait pas été repeinte depuis que le père de Caleb l'avait installée en 1994. La partie Fils faisait référence à Caleb. Son père était mort depuis 10 ans, et Caleb n'avait jamais pris la peine de la changer. Parce que certains matins, quand la lumière la frappait juste comme il faut, il avait l'impression que son père était toujours dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un chiffon rouge, lui disant qu'il avait encore laissé traîner la clé à choc. Il travaillait seul. Il aimait ça. Les moteurs ne vous mentaient pas. Les moteurs ne mouraient pas à 41 ans. On faisait le travail, on le faisait bien, et la chose fonctionnait. Simple, honnête, réparable. Il y avait une paix là-dedans qu'il n'avait jamais trouvée ailleurs, ni dans 12 pays, ni dans aucune église. Cet après-midi-là, il était sous un Silverado de 2009 avec un mauvais roulement de roue quand il a entendu la petite cloche au-dessus de la porte du garage. « J'arrive tout de suite », a-t-il crié en sortant sur le chariot. Vivien Hale se tenait dans son garage. Elle avait changé de vêtements, un jean maintenant, un pull simple, et elle avait l'air plus jeune et moins comme une femme traquée. Mais c'était elle. Et Caleb s'est redressé si vite qu'il s'est cogné la tête contre le pare-choc. « Ça va? » a-t-elle demandé. Très bien. Il n'allait pas bien. Il voyait des étoiles. Il s'est mis debout, s'essuyant les mains sur le chiffon, faisant exactement ce que son père faisait sans s'en rendre compte. « Vous êtes perdu? » « Non. » « Problème de voiture? » « Non. » Puis il s'est arrêté, s'est recalibré. Il n'était pas bon à ça. Il n'avait pas été bon à ça même avant Sarah. Après Sarah, il avait complètement arrêté d'essayer. « Alors, que puis-je faire pour vous, mademoiselle Hale? » « Je voulais m'assurer que vous étiez le genre d'homme que je pensais que vous étiez, » a-t-elle dit. Ce matin, ça aurait pu être un coup de chance, un bon moment d'un homme ordinaire. Elle a regardé autour du garage, les rangées d'outils bien ordonnées, chacun à sa place, le sol balayé, la photo d'une petite fille collée sur la boîte à outils. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Vous êtes le même homme ici que là-bas. Je ne sais pas quel genre d'homme vous pensiez que j'étais. Le genre qui fait ce qui est juste quand ça lui coûte quelque chose. Elle a penché la tête. Vous avez une fille, une entreprise, toute une vie tranquille. Et vous avez mis tout ça entre une étrangère et un homme dangereux sans une demi-seconde de réflexion. Savez-vous combien peu de gens font ça? Caleb s'est senti mal à l'aise, sous le poids d'être vu. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il est dangereux. Qui est-il? Quelque chose s'est refermé sur son visage. Quelqu'un de mon ancienne vie. Ce n'est pas une réponse. Non, a-t-elle convenu.
Ce n'en est pas une. Il aurait dû insister. Plus tard, il aurait souhaité l'avoir fait. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir là. Les deux pieds plantés, le menton levé, refusant d'expliquer et refusant de s'en excuser. Cela lui rappelait quelqu'un. Il lui a fallu un moment pour réaliser qui. Cela lui rappelait lui-même. « Vous voulez un café? » s'est-il entendu dire. Il est horrible. Il est sur la plaque depuis 6 heures, mais c'est du café. Vivien Hale a de nouveau souri de ce petit sourire surpris. « J'adorerais un café horrible, a-t-elle dit. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pas avec des feux d'artifice, pas avec le destin qui s'annonce. Juste un guerrier brisé et une femme avec des secrets buvant du café brûlé dans un garage qui portait encore le nom d'un autre homme. Tous les deux prétendant qu'ils n'étaient pas aussi seuls qu'ils l'étaient. Elle est revenue le lendemain et le jour d'après. Jamais à la même heure. Jamais annoncée. Il entendait la cloche, levait les yeux, et elle était là, appuyée dans l'embrasure de la porte avec 2 cafés du Blue Kettle, le bon, pas sa mixture, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu sais, » lui a dit Marge quand il est venu pour le chocolat chaud du mardi de Lily. « Cette femme a posé des questions sur toi. »« Quelle femme? Ne fais pas l'idiot, Caleb. Ça ne te va pas. » Mademoiselle Hale s'assoit juste là, dans le coin, et me pose des questions. Quel genre d'homme tu es, si tu as mauvais caractère, si tu bois. Marge a fait glisser le chocolat chaud. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que tu es le fils de pute le plus décent et le plus misérable que je connaisse. Et que ta défunte femme était la femme la plus chanceuse de 3 comtés, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Marge. Je lui ai aussi dit que tu n'as pas souri d'un vrai sourire depuis les funérailles. Marge l'a regardé fixement. Sauf qu'elle dit que tu lui as souri 2 fois. Caleb n'avait rien à répondre à ça. Le truc, c'est que Vivien ne lui demandait rien. C'est ce qui l'a désarmé. Tout le monde voulait quelque chose. Les clients voulaient que leur voiture soit réparée à bas prix. L'école voulait des formulaires. La banque voulait son paiement. Même les dames bien intentionnées de l'Église qui déposaient encore des gratins 4 ans trop tard voulaient le petit sentiment chaleureux d'avoir aidé le pauvre veuf. Vivien voulait juste s'asseoir dans l'embrasure de la porte et parler. Elle l'a interrogé sur la marine et il lui en a dit plus qu'à n'importe qui. Pas les parties classifiées, mais les parties humaines. Le copain qu'il avait perdu dans un accident d'entraînement avant même de voir le combat. La façon dont on pouvait avoir plus le mal du pays pour une personne que pour un lieu. Elle l'a interrogé sur Lily, et il s'est illuminé d'une manière qu'il n'a pas remarquée. Mais elle, si. Elle l'a interrogé sur Sarah, et il est devenu silencieux, et elle n'a pas insisté. Et ce non-insistance lui en a dit plus sur elle que tout ce qu'elle aurait pu dire. Il l'a interrogé aussi. Il n'était pas stupide. Mais chaque chemin menait à un mur. D'où venez-vous? De la côte Est? Que faites-vous? Je suis entre 2 choses. Cet homme, Dorian. Quelle est l'histoire? Quelqu'un en qui j'avais confiance. Des murs. Des murs nets, polis, inamovibles. Et un homme plus intelligent, un homme moins seul, se serait éloigné d'une femme qui ne lui dirait pas une seule chose vraie sur elle-même. Mais Caleb Ward n'était pas un homme intelligent à ce sujet. Il était un homme seul. Et le truc, quand on est seul depuis 4 ans, c'est que lorsque quelqu'un s'assoit enfin avec vous en silence et ne recule pas devant vos silences, vous arrêtez de demander ce qu'il y a derrière les murs. Vous êtes juste reconnaissant qu'il soit venu. La première fois que Lily l'a vu au garage, c'était un vendredi. Caleb était allé la chercher tôt à l'école parce qu'elle s'était plainte d'un mal de ventre qui était à 90% un contrôle de maths. « Vivien! » Lily a laissé tomber son sac à dos et a couru. Et Caleb a senti son cœur faire un bond parce que Lily ne courait pas vers les gens. Pas depuis Sarah. Lily avait construit ses propres petits murs, et elle les gardait plus farouchement que son père ne gardait les siens. « Salut, toi, » a dit Vivien en l'attrapant. « Comment va la fille la plus courageuse du comté? J'ai mal au ventre. C'est terrible. C'est le vrai mal de ventre ou le mal de ventre du contrôle de maths? » Lily s'est figée, a levé les yeux, trahi. « Comment tu as su? » Parce que j'ai eu 8 ans aussi, et j'ai inventé le mal de ventre du contrôle de maths. Vivien s'est accroupi à son niveau. Voici un secret. Ça s'améliore. Il faut juste survivre à 8 ans et à 12 ans. Et après, tu es libre. Promis. Promis. Caleb a regardé sa fille prudente, gardée, blessée, se pencher vers cette femme qu'elle connaissait depuis 2 semaines. Et il a ressenti 2 choses exactement en même temps. Il s'est senti heureux et il a eu peur. Parce qu'il savait, debout dans l'embrasure de la porte du garage de son père, un chiffon à la main, que si cette femme avec tous ses secrets et tous ses murs s'en allait un jour, elle n'emporterait pas seulement un morceau de lui, elle emporterait aussi un morceau de Lily. Caleb Ward avait passé 4 ans à s'assurer que plus rien ne blesserait jamais sa fille. Il n'avait pas réussi à la protéger du cancer. Il serait damné s'il échouait à nouveau. « Lily, a-t-il dit, va te laver les mains de la crasse du garage avant de toucher quoi que ce soit, les mains jusqu'en haut. Mais maintenant, s'il te plaît. » Lily est partie en grommelant, et Vivien s'est relevé, a épousseté ses genoux et a surpris le regard sur son visage. « Vous êtes inquiet, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Elle vous aime bien. Je l'aime bien. C'est ça le problème. » Caleb a posé le chiffon avec précaution. Il n'était pas un homme qui parlait de ses sentiments. Les mots sortaient de lui comme des dents qu'on arrache. « Mademoiselle Hale, Vivien. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas fait ça depuis 4 ans, et je ne suis pas sûr de le faire maintenant. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de cette petite fille. Elle a déjà perdu la personne la plus importante de sa vie. Elle avait 4 ans. Elle dort encore avec la lumière allumée. Elle met encore 3 couverts à table parfois, et fait semblant de ne pas l'avoir fait.
Sa voix s'est brisée, et il a détesté ça, et il a continué. Alors, je ne peux pas la laisser s'attacher à quelqu'un qui ne fait que passer. Quelqu'un avec toute une autre vie dont elle ne veut rien me dire. Je ne peux pas lui faire ça. Vous comprenez? Vivien est restée silencieuse un long moment. Vous ne parlez pas vraiment de Lily, a-t-elle dit doucement. Pardon? Vous avez peur pour vous aussi. Les mots ont atterri plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Il a ouvert la bouche pour nier et n'a pas pu. C'était le problème avec elle. Elle voyait à travers la flanelle, la graisse et le visage effrayant. Elle voyait l'homme fatigué et effrayé en dessous. Celui qui avait serré les dents pendant 4 ans de deuil en prétendant que c'était de la force. J'ai perdu ma femme, a-t-il dit finalement, doucement. J'ai construit une vie où rien ne peut plus me faire ça. Petite, simple, prévisible. Et ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi, et c'est sûr. Et ma fille est en sécurité. Il a rencontré ses yeux. Et puis vous êtes entré dans mon café avec les empreintes d'un homme riche sur votre poignet et une vie que vous n'expliquerez pas. Et je le sens, Vivien. Je sens que tout ce que j'ai construit commence à... Il s'est arrêté. Vous n'êtes pas sûr. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas sûr. Il s'attendait à ce qu'elle argumente, qu'elle fasse des promesses. Au lieu de ça, Vivien Hale la regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Quelque chose comme du chagrin, quelque chose comme de la culpabilité, et quelque chose comme une femme au bord d'une confession qu'elle n'était pas prête à faire. Vous avez raison, a-t-elle dit doucement. Je ne suis pas sûre. Et il y a des choses sur moi que vous ne savez pas, des choses que je devrais vous dire. Elle a pris une profonde inspiration. Il y a une version de cette histoire où je sors par cette porte maintenant et je ne reviens jamais. Et je vous laisse garder votre petite vie sûre exactement comme elle est. Ce serait probablement la chose la plus gentille à faire. Elle a regardé vers l'arrière du garage où l'eau coulait, où Lily chantait pour elle-même comme elle ne le faisait que lorsqu'elle était heureuse. Mais je n'ai pas eu envie de rester quelque part depuis très longtemps, Caleb. Et j'ai envie de rester ici, avec vous deux. Et je pense que vous le voulez aussi, même si ça vous fait peur à mourir. Caleb n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Alors, je vais vous proposer un marché, a dit Vivien. Laissez-moi rester. Pas pour toujours. Je ne demande pas l'éternité. Personne ne peut promettre ça. Vous le savez mieux que quiconque. Laissez-moi juste rester un moment. Laissez-moi faire partie de ça. Et je vous promets que le moment venu, je vous dirai tout. Absolument tout. Et alors vous pourrez décider si vous voulez toujours de moi ici. Juste. Ce n'est pas juste du tout, a dit Caleb. C'est vous qui me demandez de vous confier le cœur de ma fille à crédit. Oui, a dit Vivien. C'est ça. Elle a soutenu son regard. Mais vous m'avez déjà défendu une fois quand vous n'aviez aucune raison de le faire. Vous avez regardé une étrangère et décidé qu'elle valait le risque. Tout ce que je demande, c'est que vous le fassiez une fois de plus. Du fond du garage, la voix de Lily. Papa, il n'y a plus de serviettes en papier. Caleb a fermé les yeux. 4 ans de mur. 4 ans de petit, de sûr et de prévisible. 4 ans d'une vie si soigneusement construite que rien ne pourrait jamais entrer pour les blesser. Et rien n'est jamais entré, et rien n'entrerait jamais. Et mon Dieu, il en avait tellement marre. Il était si fatigué d'être l'homme le plus fatigué du comté. Il était si fatigué de mettre 2 couverts à table et de prétendre qu'un 3e ne lui manquait pas. Utilise le chiffon du garage, a-t-il crié en retour. Le rouge. Il est gras. Alors utilise ta chemise, gamine. Je m'en fiche. Une pause, puis un petit cri de rire ravi. Parce qu'il ne la laissait jamais utiliser sa chemise, et l'interdit était excitant pour une enfant de 8 ans. Et Caleb a entendu ce rire, et il a regardé la femme debout dans le garage de son père, lui demandant quelque chose qu'il ne savait pas s'il lui restait à donner. Un moment, a-t-il dit finalement. Pas pour toujours. Un moment. Vivien Hale a expiré un souffle qu'elle retenait clairement. Un moment, a-t-elle convenu. Et quand ce sera le moment, vous me direz tout. Tout. Plus de murs. Tout, a-t-elle promis. Plus de murs. Il ne la croyait pas. Pas complètement. Une partie de lui, la partie que la marine avait entraînée et que le deuil avait aiguisée, savait qu'une femme qui ne vous disait pas d'où elle venait, ce qu'elle faisait ou qui la poursuivait, était une femme qui portait quelque chose de trop lourd pour être posé facilement. Que ce quelque chose, quand il atterrirait enfin, atterrirait durement. Mais Lily est sortie en courant de l'arrière avec de la graisse sur sa chemise et un air de triomphe sur son visage. Et elle a regardé entre les 2 adultes avec le radar étrange d'un enfant qui pouvait sentir le temps changer dans une pièce. « Tu restes pour le dîner? » a-t-elle demandé à Vivien. « Papa fait des spaghettis. » « C'est la seule chose qu'il fait. »« Ce n'est pas vrai, » a dit Caleb. « Je fais aussi des sandwichs au fromage grillé. » Le fromage grillé n'est pas un dîner. C'est un encoquillement. Vivien a ri, le grand rire maintenant. Celui qui n'avait rien de surpris. Et quelque chose en Caleb Ward qui était crispé depuis 4 longues années s'est légèrement détendu. Juste assez pour en sentir le danger. « J'adorerais, » a dit Vivien, « rester pour des spaghettis menteurs. » Et c'est ainsi qu'elle est restée. Elle est restée pour les spaghettis ce soir-là, et elle est restée pour la promenade d'après, quand ils sont allés tous les 3 à la rivière, parce que Lily voulait montrer à Vivien les bons galets pour faire des ricochets. Elle est restée pendant que Caleb montrait à sa fille pour la 100e fois comment incliner son poignet. Et elle est restée pendant que Lily échouait pour la 100e fois et jetait la pierre directement dans l'eau avec un plouf indigné. Elle est restée pendant que le soleil se couchait sur une petite ville qui n'avait jamais rien donné à Caleb Ward que des jours ordinaires. Et pour la première fois en 4 ans, un jour ordinaire ressemblait à un cadeau au lieu d'une sentence. En rentrant, Lily a tendu la main et a pris celle de Vivien sans y penser, comme le font les enfants. Et Vivien a baissé les yeux sur cette petite main dans la sienne avec une expression que Caleb, en regardant, ne pouvait pas tout à fait nommer. Il la comprendrait plus tard.
C'était le regard d'une femme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter et qui venait de réaliser qu'elle avait trouvé la seule chose qu'il ne pouvait pas. Attention, l'avertit une voix au fond de sa tête. La voix de son père, ou peut-être la sienne. Tu ne sais pas ce qu'elle est, mais la rivière était jolie et sa fille riait. Et la femme aux yeux gentils, tristes et secrets tenait sa main. Et Caleb Ward, guerrier brisé, veuf fatigué, fils de pute décent et misérable, s'est laissé aller, juste pour un moment. Il aurait dû poser plus de questions. Il le savait même alors. Il était un homme qui vérifiait la porte par habitude, qui ne s'asseyait jamais dos à une pièce, qui avait appris de la manière la plus dure que les choses que l'on ne voit pas venir sont celles qui vous prennent le plus. Mais une partie de lui avait décidé, debout dans ce garage, qu'il en avait fini d'être prudent, que peut-être un homme qui avait déjà tout perdu n'avait plus rien à protéger que la forme de sa propre solitude, et que cette forme ne valait plus la peine d'être protégée. Alors, il n'a pas demandé. Il a ramené sa fille et une milliardaire à la maison le long d'une rivière de petite ville, alors que la lumière teignait l'eau d'or, et il n'a posé aucune des questions qui auraient tout changé. Et il a été, pendant quelques heures, quelque chose qu'il n'avait pas été en 4 ans. Il était heureux. Il n'avait aucune idée de ce que ça allait lui coûter. Le moment que Vivien avait demandé s'est étiré en semaines, et les semaines ont fait quelque chose à Caleb Ward pour lequel il n'avait pas de mots. Il l'a d'abord remarqué dans de petites choses. Il a commencé à siffler dans le garage, ce qu'il n'avait pas fait depuis avant Sarah. Et la première fois qu'il s'est surpris à le faire, il s'est arrêté si vite que c'était presque violent, comme s'il avait été pris en train de voler. Il a commencé à laisser la lumière du porche éteinte la nuit parce que la maison ne semblait plus aussi sombre. Il s'est surpris un mercredi à acheter 2 sortes de crème glacée à l'épicerie au lieu d'une. Et il est resté dans cette allée glacée avec un pot dans chaque main pendant 1 minute entière avant de comprendre pourquoi. Parce que Vivien aimait la menthe et Lily le chocolat. Et quelque part en chemin, son cerveau avait commencé à approvisionner une maison pour 3. Il a reposé la menthe, puis il l'a reprise, puis il a juré à voix basse et les a achetées toutes les 2. « Tu es différent », lui a dit Marge un matin en faisant glisser son café sur le comptoir. « Tu le sais. »« Différent comment? » « Tu as regardé la porte en entrant pour voir si elle était là. »« Je regarde toutes les portes. Vieille habitude. » Marge avait la patience exaspérante d'une femme qui avait vu 3 générations de cette ville tomber amoureuse et se séparer à son comptoir. « Tu sais, elle me pose encore des questions sur toi, mais c'est différent maintenant aussi. Elle ne demande plus si tu es un homme bon. Ça, elle l'a compris. » Marge s'est penchée. Maintenant, elle demande si tu pardonnerais à quelqu'un, s'il faisait quelque chose, s'il te cachait quelque chose. Caleb s'est immobilisé. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Marge l'a regardé un long moment. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que tu es l'homme le plus têtu et le plus loyal que je connaisse. Et que ces 2 choses vivent très près l'une de l'autre chez une personne. Que tu traverserais le feu pour quelqu'un que tu aimes. Elle a fait une pause. Et que tu t'éloignerais d'eux tout aussi vite si tu décidais qu'il t'avait menti. Parce que pour un homme comme toi, un mensonge n'est pas un mensonge. C'est la preuve que tout était faux. Elle a rapproché le café. Je ne sais pas ce que ta mademoiselle Hale transporte, Caleb, mais j'espère pour vous 2 qu'elle le posera doucement. Caleb n'a pas touché le café pendant un long moment. Il aurait dû y réfléchir davantage. Il l'a su plus tard. Mais cet après-midi-là, Lily avait une pièce de théâtre à l'école, et Vivien est arrivé avec des fleurs pour une enfant de 8 ans qui avait exactement 4 répliques en tant que légume parlant. Et la façon dont le visage de Lily s'est illuminé quand elle a vu ces fleurs a chassé tous les avertissements de Marge de sa tête. « Tu es venu? » a chuchoté Lily en coulisses dans son costume en papier de construction vert. « Bien sûr que je suis venu, » a dit Vivien en s'agenouillant. « Tu es le petit pois le plus important de toute la pièce. Je suis une cosse de petits pois. La cosse de petits pois la plus importante. Alors, je ne manquerais ça pour rien au monde. » Et elle ne l'aurait pas manqué. C'était la chose sur laquelle Caleb butait. Quoi qu'il en soit de Vivien Hale, quoi qu'elle cache, la façon dont elle regardait sa fille n'était pas un mensonge. On ne pouvait pas simuler ça. Il avait passé assez d'années à apprendre à lire les visages dans de mauvais endroits pour reconnaître la vérité quand elle se tenait devant lui dans un gymnase d'école, tenant un bouquet trop beau pour l'occasion. Il a regardé Lily prononcer ses 4 répliques à plein volume vers l'endroit exact du public où Vivien était assise. Et il a regardé Vivien murmurer chaque mot avec elle comme si elle les avait mémorisés. Et Caleb Ward s'est assis sur une chaise pliante en métal dans une pièce qui sentait la cire à parquet et a senti ses murs de 4 ans s'effondrer d'un pouce de plus. Après, ils ont pris une glace. Lily a pris du chocolat et Vivien de la menthe. Et Caleb n'a rien pris parce qu'il a dit qu'il n'en voulait pas, puis il a mangé la moitié des leurs. Et Lily a ri si fort qu'elle a eu le hoquet. Et une femme à 2 tables de là leur a souri comme les gens sourient à une famille. Une famille. C'est à ça qu'il ressemblait. Caleb a vu la femme le penser, et au lieu de le corriger dans sa propre tête comme il l'aurait fait il y a 1 mois, il l'a laissé là. Il s'est permis de le ressentir. C'était son erreur, se permettre de le ressentir. Parce que plus on se laisse monter haut, plus la chute est longue. Et Caleb Ward aurait dû le savoir mieux que quiconque. La première fissure est apparue un mardi. Il était sous une voiture quand son téléphone a vibré sur l'établi, et il l'a ignoré parce qu'il l'ignorait toujours. Mais il a vibré encore et encore, avec insistance. Et finalement, il est sorti, s'est essuyé les mains et a regardé l'écran. 3 appels manqués, tous d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Un indicatif régional 212, New York.
Il a failli ne pas répondre quand il a sonné une 4e fois. Plus tard, il aurait souhaité ne pas l'avoir fait. Mais il l'a fait. Ward Auto. Est-ce bien Caleb Ward? Une voix de femme, nette, professionnelle, le genre de voix qui n'avait jamais eu à demander quoi que ce soit 2 fois. Qui demande? Je m'appelle Eleanor. J'appelle au nom de la famille Hartwell. Je crois savoir que vous passez du temps avec une femme qui s'est présentée à vous comme Vivien Hale. Tout le corps de Caleb est devenu silencieux, comme il le devenait avant que quelque chose de grave n'arrive. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Monsieur Ward. S'il vous plaît, nous sommes au courant de la situation. Je n'appelle pas pour causer des problèmes. J'appelle pour vous aider à les éviter. Une pause. Délicate. Répétée. La femme que vous connaissez sous le nom de Vivien Hale n'est pas celle qu'elle vous a dit être. Et les gens qui la cherchent ne sont pas des gens à côté desquels vous voulez être quand ils la trouveront. Pour votre propre bien et celui de votre fille, je vous conseille vivement de mettre fin à cette relation discrètement avant qu'elle ne devienne compliquée. Qui êtes-vous? Une amie. Considérez cela comme une courtoisie. Et la ligne est devenue silencieuse. Caleb est resté dans le garage de son père, le téléphone à la main, et son cœur battait lentement et lourdement dans sa poitrine. Et la première chose qu'il a ressentie, avant la peur, avant la colère, a été une terrible reconnaissance qui l'a envahi. Parce qu'il avait su. Une partie de lui l'avait su depuis le début. Les murs, le numéro 212, l'homme riche en costume anthracite qui avait volé sur 3000 miles. La façon dont elle ne lui avait jamais dit une seule chose vraie. La femme que vous connaissez sous le nom de Vivien Hale n'est pas celle qu'elle vous a dit être. Il ne lui a rien dit ce soir-là. Il voulait le faire. Il a failli le faire 3 fois. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Lily était là. Lily, qui montrait à Vivien comment plier des grues en papier. Lily, qui s'est endormie contre l'épaule de Vivien sur le canapé. Lily, que Vivien a portée jusqu'à son lit comme si elle l'avait fait toute sa vie. Et Caleb a regardé une femme qui pourrait être une étrangère, border sa fille et allumer la veilleuse sans qu'on le lui dise. Et il n'a pas pu le faire. Il ne pouvait pas faire exploser la seule bonne chose qu'ils avaient eue en 4 ans sur la parole d'une voix nette de New York. Alors, il a attendu. Il était bon pour attendre. La marine le lui avait appris. On ne bouge pas tant qu'on n'a pas toute la situation. On ne tire pas tant qu'on ne connaît pas la cible. Il a eu la situation 9 jours plus tard, et ça a failli le tuer. C'était un jeudi, gris et froid, et Vivien avait promis de récupérer Lily à l'école parce que Caleb avait une réparation de transmission qui prenait du temps. C'était la première fois qu'il laissait quelqu'un d'autre que lui la récupérer. C'est dire à quel point les murs étaient tombés. Il lui avait confié la confiance la plus sacrée de sa vie. Le bus jaune, la porte de l'école, la petite fille dans le monde. Et il l'avait fait sans une seconde de réflexion. À 2h40, son téléphone a sonné. Vivien. « Salut », a-t-il dit, la clé toujours à la main. « Tu l'as eu? » Caleb. Sa voix était fausse, tendue. Il y a des hommes ici, à l'école. 2 d'entre eux. Ils me suivent depuis ce matin. Je pensais les avoir semés, mais ils sont là. Et je ne veux pas que Lily soit près de ça. Un souffle. J'ai besoin que tu viennes tout de suite. Je l'ai. Elle est en sécurité. Elle est juste là. Mais tu dois venir la chercher. Et j'ai besoin que tu saches. La voix s'est brisée. J'ai besoin que tu saches que je ne laisserai jamais rien lui arriver. Jamais. Tu dois me croire. Caleb était déjà en mouvement. Clé posée, clé prise, porte franchie. Où es-tu? La bibliothèque. En face de l'école. Nous sommes à l'intérieur. Caleb. 10 minutes. Reste à l'intérieur. Reste là où il y a des gens. Il était dans le camion maintenant. Moteur rugissant. Vivien, regarde-moi. Tu me regardes? Je te regarde. Est-ce que ma fille est en sécurité en ce moment, à cette seconde? Oui. Je le jure devant Dieu. Oui. Elle lit un livre sur les chevaux et elle n'a aucune idée que quelque chose ne va pas. Alors fais en sorte que ça reste comme ça. J'arrive. Il est arrivé en 7 minutes. Les hommes étaient partis quand il est arrivé. Vivien avait fait exactement ce qu'il fallait. Elle était allée dans un lieu public, et qui qu'il soit. Il n'était pas du genre à faire une scène dans une bibliothèque pleine de témoins. Mais Caleb l'a trouvée dans le coin arrière de la section pour enfants. Elle se tenait entre la porte et sa fille comme un mur à elle seule. Et Lily était par terre avec un livre sur les chevaux. Ignorante, heureuse, en sécurité. « Papa !» Lily s'est relevée en courant. Vivien m'a emmenée à la bibliothèque. On va prendre un livre sur les chevaux. C'est super, ma chérie. Il s'est accroupi, l'a examiné avec ses yeux comme il examinait tout, de haut en bas. Pas de dégâts. Ça va? Tu t'es amusé? Vivien sait tout sur les chevaux, j'en suis sûr. Il s'est levé, a regardé Vivien par-dessus la tête de sa fille, et son visage était calme, son calme effrayant, le calme du café, mais ses yeux ne l'étaient pas. Lily va choisir 2 livres, les bons. Prends ton temps. Lily est partie, et dès qu'elle a été hors de portée de voix, la voix de Caleb est tombée à un ton bas et terrible. Qui était-il? Caleb. 2 hommes t'ont suivi jusqu'à l'école de ma fille. L'école de ma fille, Vivien. Qui était-il? Elle a fermé les yeux, et quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé sur son visage. Un dernier mur, le dernier, qui tombait. Non pas parce qu'elle l'avait choisi, mais parce qu'il avait été abattu. Pas ici, a-t-elle dit. S'il te plaît, pas devant elle. Ramène-la à la maison. Donne-lui à manger. Mets-la au lit. Et puis je viendrai et je te dirai tout. Tout. Plus de murs. Je te l'ai promis, et je tiens ma promesse. Mais pas ici, et pas maintenant. Pas avec ces hommes encore. Elle s'est arrêtée, s'est ressaisie. Ce soir. Je te le jure, ce soir tu sauras tout. Caleb l'a regardé pendant un long moment. « Si tu t'enfuis, a-t-il dit doucement, si tu n'es pas là ce soir, je passerai le reste de ma vie à être heureux de n'avoir jamais dit à ma fille ton vrai nom. Tu me comprends?
Vivien a tressailli comme s'il l'avait frappé. Je serai là, a-t-elle chuchoté. Je ne vais pas m'enfuir. J'en ai fini de fuir. C'est tout le problème, Caleb. Je suis si fatigué de fuir. Il a ramené Lily à la maison. Il a fait des spaghettis parce que c'était la seule chose que ses mains savaient faire pendant que le reste de lui était ailleurs. Il a écouté sa fille raconter toute l'intrigue du livre sur les chevaux avec la bouche pleine de nouilles. Et il a dit « Wow » et « sans blague au bon moment ». Et à l'intérieur, il était un homme debout sur une plage, regardant une vague arriver qui était plus grande que la ville. Il l'a mise au lit, a allumé la veilleuse, s'est assis sur le bord de son matelas comme il le faisait tous les soirs. Papa, ouais, ma chérie. Est-ce que Vivien va être ma nouvelle maman? La question l'a transpercé comme un clou. D'où ça sort, ça? Tommy a dit qu'on ne prend pas juste une glace avec une dame, à moins qu'elle ne devienne ta femme. Et Vivien me borde comme maman le faisait. Et elle se souvient de tout mon emploi du temps, et elle est venue à ma pièce de théâtre. Lily a dit tout ça de la manière pratique et catalogante d'un enfant qui construit un dossier. Alors, c'est le cas? Caleb est resté silencieux un moment. Je ne sais pas, Lil. Tu veux qu'elle le soit? Et Caleb Ward, qui ne mentait jamais à sa fille, a ouvert la bouche pour lui donner une réponse d'adulte sûre et évasive, et a constaté qu'il ne pouvait pas. Ouais, a-t-il admis, à peine plus fort qu'un murmure. Ouais, je crois que oui. Alors c'est facile, a dit Lily, déjà à moitié endormie. Tu dois juste être courageux, comme tu l'as été au café. Tu m'as dit qu'être courageux, c'est faire la chose effrayante quand même. Ses yeux se sont fermés. Alors fais la chose effrayante quand même. Il est resté assis là longtemps après qu'elle se soit endormie. Puis il est descendu pour attendre que la vérité arrive. Vivien est arrivée à 9 heures. Elle n'a pas tant frappé que de se tenir sur le porche jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Et quand il l'a fait, elle ressemblait à une femme différente. Le calme était parti. Les murs étaient partis. Ce qui restait était juste de la fatigue, de la peur et le sentiment d'être sur le point de sauter de quelque chose de haut. « Je peux entrer ?» Il a reculé, l'a laissé entrer, n'a pas offert de café. Il se tenait dans son petit salon avec les grues en papier de Lily suspendues au-dessus de la cheminée et la photo de Sarah toujours sur le mur. Et Caleb a croisé les bras et a dit « Parle. Mon nom n'est pas Hale. » Elle l'a dit vite, comme si elle arrachait un pansement. C'est le nom de jeune fille de ma mère. Je l'ai utilisé parce que j'avais besoin d'être personne pendant un moment. Et Hale était ce qui se rapprochait le plus de personne. Elle a pris une profonde inspiration. Mon nom est Vivien Hartwell. Elle l'a dit comme si le nom devait signifier quelque chose. Et Caleb a cherché en lui-même et a trouvé que c'était le cas. Un murmure, provenant des couvertures de magazines à la caisse de l'épicerie. Des nouvelles. Il regardait à moitié, d'un monde si éloigné du sien qu'il aurait pu être sur la Lune. Hartwell, a-t-il répété lentement. Comme dans Hartwell Industries, Hartwell Capital, la fondation Hartwell. Sa voix était plate, récitant une sentence de vie. Mon grand-père l'a construite. Mon père l'a dirigée. Et quand il est mort, il y a 2 ans, il m'a laissé le contrôle majoritaire. Pas à mon frère, pas au conseil d'administration, à moi. Elle l'a regardé et il y avait quelque chose de presque suppliant dans son regard. Un besoin désespéré d'être comprise avant qu'il ne décide de la haïr. Je suis ce que ces magazines appellent l'une des femmes les plus puissantes du pays. Caleb, je vaux. Elle s'est arrêtée, comme si le chiffre était obscène dans cette petite pièce chaleureuse. Plus que ce que toute cette ville gagnera en 10 vies. C'est qui je suis. C'est ce que je cachais. C'est ce qu'étaient ces hommes. Et la femme qui t'a appelé. Et Dorian au café. Ce sont tous des morceaux d'une vie que j'ai fui. Et j'ai amené cette vie à l'école de ta fille aujourd'hui. Et je ne me le pardonnerai jamais tant que je vivrai. La pièce était très silencieuse. Caleb n'a pas bougé, n'a pas décroisé les bras. Son visage était parti quelque part où Vivien ne pouvait pas le suivre, quelque part derrière le calme effrayant. Et quand il a finalement parlé, sa voix était si égale qu'elle l'a effrayé plus que des cris ne l'auraient fait. Une milliardaire. Caleb, tu es une milliardaire. Il l'a répété, le testant comme un homme qui appuie sur un bleu pour savoir à quel point il est profond. Tu t'es assise dans mon garage à boire mon café horrible. Tu as mangé mes spaghettis menteurs. Tu as acheté des fleurs à ma fille pour une pièce de théâtre et de la glace à la menthe. Et tu connais tout son emploi du temps. Sa voix s'est brisée et il a détesté ça. Et il a continué avec quelque chose de froid. Et tout ce temps, chaque jour, tu étais une milliardaire. Et j'étais un mécanicien qui ne savait pas qui il était. Il s'est arrêté. Qu'il était quoi? A dit Vivien doucement. Dis-le. Je ne sais pas ce que c'était pour toi. Le froid s'est fissuré. Et en dessous, il y avait quelque chose de pire. Quelque chose de brut. C'est ça, Vivien. C'est ça que je n'arrive pas à dépasser. Je ne sais pas ce que c'était. Était-ce réel ou est-ce que tu t'encanaillais? Des vacances de ta vraie vie? Une petite cabane dans les bois dont tu pouvais t'éloigner quand tu t'ennuierais? Non. Sa voix a tremblé. N'ose pas. Parce que j'ai une amie de New York qui dit que vous, les gens, vous vous ennuyez toujours. Il n'avait pas l'intention de le dire. La voix nette d'Eleanor, le sourire laid de Dorian, tout cela montant en lui en même temps. Elle m'a appelé il y a 9 jours, m'a dit que tu n'étais pas celle que tu disais être, et que je devrais partir avant que ça ne devienne compliqué. Et je n'ai pas écouté parce que je suis un imbécile, parce que je t'ai laissé. Sa mâchoire s'est contractée. Je t'ai laissé border ma fille. Je l'ai laissé me demander ce soir si tu allais être sa nouvelle maman. Je l'ai laissé s'attacher à une femme qui me mentait chaque jour. Vivien est devenue blanche.
Elle a demandé ça? Non. Maintenant, c'était sa voix qui tremblait. Ne fais pas comme si tout tournait autour de ton amour pour elle. Peut-être que tu l'aimes. Je pense même que c'est possible. Mais ça ne fait qu'empirer les choses. Vivien, tu ne vois pas? Parce que maintenant, je dois dire à une enfant de 8 ans qui a déjà perdu une mère que la femme qu'elle a choisie pour être sa seconde n'a jamais été réelle, que son nom était un mensonge, qu'elle ne faisait que passer. Je ne faisais pas que passer. Les mots sont sortis d'elle avec force. Mon Dieu, Caleb, c'est tout le problème. C'est la raison pour laquelle je ne te l'ai jamais dit. As-tu la moindre idée de ce que c'est d'être moi? De voir les gens découvrir ce que tu vaux et de voir leur visage changer complètement? De ne jamais, pas une seule fois, savoir si une seule personne dans la pièce veut de toi ou de l'argent. Toute ma vie, Caleb. Dorian voulait l'argent. Mes soi-disant amis veulent l'argent. Les hommes que ma mère me présente veulent la fusion. Et puis j'entre dans un café au milieu de nulle part. Et un mécanicien fauché avec de la graisse sur les mains jette un homme à travers une pièce pour moi. Pour moi, pas pour ce que je vaux. Parce qu'il n'avait aucune idée de ce que je valais. Et c'était la première fois de toute ma vie d'adulte que quelqu'un voyait une personne et non une fortune. Alors, elle pleurait maintenant. Le calme réduit à néant. Je ne te l'ai pas dit parce que dès que tu l'aurais su, ce serait fini. Exactement comme ça. Exactement comme maintenant. Et je ne pouvais pas supporter de voir ton visage faire ce que tous les visages font. Alors j'ai pris tout ce que je pouvais. J'ai pris le café et les spaghettis et la petite fille qui m'a tenu la main à la rivière. Et je l'ai accumulé parce que je savais que ça ne durerait pas. Et je voulais être une personne, juste un petit moment, avant de devoir redevenir un compte en banque. Caleb est resté très immobile. C'est un beau discours, a-t-il dit finalement, et son calme était la chose la plus cruelle de la pièce. Mais ça ne change rien à ce que tu as fait. Tu as menti tous les jours pendant des semaines. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Et tu as laissé ma fille tomber amoureuse d'un mensonge. Et peut-être que tes raisons étaient bonnes. Peut-être que c'était les meilleures raisons du monde. Mais j'ai construit toute ma vie autour d'une chose, Vivien. Une chose? Que ma fille n'aimerait plus jamais quelqu'un qui ne serait pas réel, qui n'allait pas rester. Et je t'ai laissé entrer. Je t'ai laissé entrer parce que j'ai cru que quoi que tu caches, ce n'était pas que tu étais quelqu'un d'autre entièrement. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis exactement celle que j'ai été. Le nom est différent. L'argent est différent. Mais la femme qui a mangé tes spaghettis est la même femme qui se tient devant toi. La femme qui a mangé mes spaghettis ne va pas rester dans une ville comme celle-ci. Sa voix se brisait maintenant. Tout le froid avait disparu. Juste un homme en ruine. Sois honnête. Pour une fois, sois complètement honnête. Tu as un empire, Vivien. Un conseil d'administration, une mère, tout un monde à 3000 miles d'ici. Tu vas y retourner. Peut-être pas demain, peut-être pas cette année, mais tu vas y retourner parce que c'est ta vie. Et ça, il a fait un geste vers la petite pièce, les grues en papier, toute la forme modeste de tout ce qu'il avait. Ça n'allait jamais être assez pour une femme qui possède la moitié du pays. Et quand tu y retourneras, ma fille se tiendra à cette fenêtre et attendra une femme qui ne reviendra jamais. Et je vais devoir regarder ça. Et je ne vais pas. Sa voix s'est finalement brisée. Je ne vais pas lui faire ça. Je ne le ferai pas. Je préfère lui briser le cœur net ce soir que de te regarder le briser lentement. Tu n'as pas à décider ça pour moi. Les larmes de Vivien coulaient maintenant. Tu n'as pas à décider que je partirai et ensuite me quitter avant que je puisse te prouver le contraire. Ce n'est pas protéger Lily, Caleb. C'est toi qui te protèges. Tu as tellement peur de perdre quelque chose à nouveau que tu le jettes en premier, juste pour être celui qui tient le couteau. Les mots ont frappé en plein dans le mille parce qu'ils étaient vrais, et ils le savaient tous les deux. Pendant un long moment, aucun d'eux n'a parlé. L'horloge sur la cheminée tic-taquait. Quelque part à l'étage, une petite fille dormait sous une veilleuse, rêvant de chevaux, sans savoir que les deux adultes en bas déchiraient la meilleure chose que l'un ou l'autre ait trouvée depuis des années. « Je pense que tu devrais partir », a dit Caleb. Caleb, je pense que tu devrais partir, Vivien ou Hartwell ou qui que tu sois. Il s'est dirigé vers la porte, la ouverte. La nuit froide est entrée. Tu as dit que tu me dirais tout et qu'ensuite je pourrais décider si je voulais toujours de toi ici. Eh bien, tu m'as dit et je décide. Sa main était crispée sur le cadre de la porte. Je ne veux pas d'une vie qui vient avec des hommes qui suivent ma fille à l'école. Je ne veux pas d'une femme qui me ment pendant 1 mois et appelle ça protéger mes sentiments. Et je ne veux pas expliquer à Lily pourquoi la dame qu'elle aime a un nom différent de celui qu'elle lui a donné. Il ne pouvait pas la regarder. Retourne à ton empire. Il te va mieux que mes spaghettis n'auraient jamais pu. Vivien se tenait au milieu de son petit salon et Caleb l'a regardé se ressaisir. Il a regardé la milliardaire remonter sur la femme comme l'eau qui monte. Le calme revenant morceau par morceau parce que c'était la seule armure qu'elle avait. Au moment où elle s'est dirigée vers la porte, elle était redevenue Vivien Hartwell. Le menton levé, le dos droit, la femme la plus puissante du pays avec des larmes séchant sur son visage. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, assez près pour qu'il puisse sentir la menthe sur son souffle, le bon café, tout ce qu'il était sur le point de perdre. « Tu veux savoir la chose la plus cruelle ?» a-t-elle dit très doucement. « Pendant quelques semaines, j'ai oublié que j'étais riche. Tu m'as fait oublier, et c'était le moment le plus heureux que j'ai connu depuis que j'étais une petite fille. Avant que mon père ne m'assoie et m'explique que toutes les personnes que je rencontrerais voudraient quelque chose de moi. » Elle a levé les yeux vers lui. « Tu ne voulais rien de moi, Caleb, et je suis tombée amoureuse de toi pour ça. Et maintenant, tu me jettes dehors pour la seule chose que je ne pouvais pas m'empêcher d'être. Une larme a coulé. Tu es le seul homme qui m'ait jamais aimé pour rien. » Et il s'avère que ce n'était pas assez non plus. Elle est sortie dans le froid. Dis à Lily. Sa voix s'est brisée. Elle s'est arrêtée, l'a maîtrisée. Ne dis rien à Lily.
C'est plus facile si je suis juste parti. Les enfants oublient. Non, a dit Caleb, et c'était la chose la plus vraie qu'il ait dite de toute la nuit. Ils n'oublient pas. C'est toute leur tragédie, Vivien. Ils n'oublient jamais personne qu'ils ont aimé. Elle s'est dirigée vers une voiture qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant. Noire, chère, un chauffeur à l'avant. Tout l'appareil de la vie qu'elle avait caché, garé à son trottoir tout ce temps. Et Caleb s'est tenu dans l'embrasure de sa porte et l'a regardé y monter. Il a regardé la porte se fermer, les feux arrière s'éloigner dans la petite rue sombre, tourner au coin et disparaître. Puis il a fermé sa propre porte. Et il s'est tenu au milieu de son salon dans le silence soudain et énorme. Et il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la chapelle de l'hôpital il y a 4 ans. Il a mis son visage dans ses mains grasses et il a pleuré. À l'étage, il n'a pas entendu le petit bruit. Il n'a pas entendu le craquement de la 3e marche, celle qui trahissait toujours un enfant. Il ne savait pas que Lily s'était réveillée, assoiffée, et était descendue à mi-chemin, et avait entendu juste assez son père qui pleurait, la porte d'entrée qui se fermait, et un moteur qui s'éloignait, pour comprendre avec la terrible clarté d'un enfant exactement ce qui s'était passé. Vivien était parti, et son papa l'avait fait partir. Lily est remontée les escaliers sans un bruit. Elle s'est mise dans son lit. Elle s'est tournée vers le mur et a tiré les couvertures jusqu'à son menton. Et elle n'a pas pleuré. Parce qu'elle avait appris quelque chose en 4 ans qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à savoir. Que lorsque les adultes s'effondrent en bas, le seul travail qui reste à l'enfant est d'être silencieux et petit et de ne pas empirer les choses. Mais elle est restée éveillée longtemps à la lumière de sa veilleuse, fixant le mur. Et dans son petit cœur féroce, elle a pris une décision. Son papa avait tort. Il lui avait dit une fois qu'être courageux signifiait faire la chose effrayante quand même. Il s'était levé dans un café pour une étrangère parce que c'était la bonne chose à faire, même si c'était effrayant. Et maintenant, il avait renvoyé la personne qui les rendait tous les deux heureux et avait appelé ça la protéger. Et Lily savait, comme les enfants le savent toujours, qu'il voit à travers tous les mensonges que les adultes racontent pour garder le monde petit et sûr, que ce n'était pas protéger quoi que ce soit, c'était juste fuir. Et Lily Ward, 8 ans, petite pour son âge, avec les yeux bruns de sa mère et le menton têtu de son père, a décidé que si son papa avait trop peur d'être courageux, alors elle devrait être assez courageuse pour eux deux. Elle devait juste trouver comment. Au bout du couloir, la photo de Sarah regardait depuis le mur, et les grues en papier tournaient lentement sur leurs ficelles dans le courant d'air de la porte qui venait de se fermer sur la meilleure chose qui soit entrée dans cette maison en 4 longues années. Et l'homme le plus fatigué du comté était assis seul dans le noir et pleurait une femme qu'il avait lui-même renvoyée. Trop fier, trop effrayé et trop brisé pour faire la seule chose que sa propre fille savait déjà faire. Rester. Le lendemain matin est arrivé comme tous les pires matins le font ordinaire. Le réveil a quand même sonné à 5h40. Le café devait quand même être fait. La petite fille devait quand même être nourrie, habillée et mise dans le bus. Et le monde ne s'est pas arrêté, n'a pas ralenti, n'a reconnu d'aucune manière que quelque chose dans la maison des Ward s'était brisé dans la nuit. Caleb a traversé tout ça comme un homme sous l'eau. Il a fait les œufs. Il a versé le jus. Et Lily s'est assise à table et n'a pas dit un mot. Et c'est la première chose qu'il lui a dit qu'elle savait. « Tu te sens bien? » a-t-il demandé. Bien. Tu veux de la confiture sur ton toast? Non. Elle voulait toujours de la confiture sur son toast. Caleb a posé l'assiette et s'est accroupi à côté de sa chaise, et elle ne voulait pas le regarder. Elle fixait juste ses œufs, et quelque chose dans sa poitrine qui était déjà brisé s'est encore un peu fissuré. Lily, regarde-moi. Elle l'a regardé, et ses yeux bruns, les yeux de Sarah, étaient plats et prudents d'une manière qu'aucun œil d'enfant de 8 ans ne devrait jamais l'être. Et Caleb a su, comme il connaissait les moteurs, comme il connaissait le temps, qu'elle avait tout entendu. Tu l'as renvoyé, a dit Lily. Pas une question, un verdict. Caleb ne mentait pas à sa fille. Il se l'était promis il y a 4 ans, et il n'allait pas commencer maintenant, peu importe à quel point le mensonge aurait été plus facile. Ouais, a-t-il dit, je l'ai fait. Pourquoi? Comment l'expliquer à un enfant? Comment expliquer l'argent et les mensonges et la façon dont la fierté d'un homme peut se déguiser en protection? Comment expliquer que vous avez renvoyé la personne que vous aimiez tous les deux parce que vous aviez trop peur de la perdre lentement, alors vous l'avez perdue vite à la place et avez appelé ça de la force? C'est compliqué, ma chérie. C'est ce que les adultes disent quand ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils ne veulent pas le dire. Les mots ont fait mouche. Caleb a basculé en arrière sur ses talons. Lily, elle nous aimait. La voix de Lily était très petite et très stable. Elle est venue à ma pièce de théâtre. Elle connaît mon emploi du temps. Elle m'a tenu la main à la rivière et tu l'as renvoyée. Et maintenant, elle ne reviendra pas. Et tu ne m'as même pas demandé. Son menton tremblait, mais elle ne pleurait pas. Elle faisait ce qu'elle avait appris à faire. Se retenir, être silencieuse, être petite. Tu dis toujours qu'on est une équipe. Toi et moi contre tout. Mais tu ne m'as pas demandé. Tu l'as juste fait partir. Ma chérie, il y a des choses que tu ne comprends pas. Je comprends que tu es triste. Lily a repoussé son assiette. Je comprends que tu as pleuré la nuit dernière. Je t'ai entendu. Et je comprends que tu étais heureux quand Vivien était là. Et maintenant tu ne l'es plus. Et moi non plus. Et tu l'as fait exprès. Elle a glissé de sa chaise. Je ne veux pas de toast. Je ne veux pas de confiture. Je veux aller à l'école. Et c'était tout. C'était toute la conversation. Une enfant de 8 ans avait exposé toute l'architecture morale de ce qu'il avait fait en 4 phrases, puis avait demandé à aller à l'école. Et Caleb Ward, vétéran décoré, l'homme qui avait affronté des hommes armés dans 12 pays,
n'avait aucune défense contre tout ça. Il l'a conduite à l'arrêt de bus en silence. Il l'a regardée monter. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle faisait toujours un signe de la main. Il est allé travailler et a fixé un carburateur pendant 2 heures sans le toucher. Les jours qui ont suivi avaient une terrible similitude. Lily a arrêté de raconter ses livres sur les chevaux au dîner. Elle a arrêté de demander le bon chocolat chaud le mardi. Elle faisait ses devoirs, se brossait les dents et allait au lit sans qu'on le lui dise. Et ça aurait dû être le rêve de tous les parents, un enfant docile et silencieux. Et au lieu de ça, c'était la pire chose que Caleb ait jamais vue, parce qu'il savait ce que c'était. C'était une petite fille qui se repliait sur elle-même, dans la petite forme prudente qu'elle avait l'année après la mort de sa mère. C'était le deuil qui apprenait ses vieilles racines à travers un enfant qui en avait déjà été marqué une fois. Elle avait arrêté de mettre le 3e couvert à table. C'est comme ça qu'il a su que c'était grave. À l'époque, après Sarah, elle mettait un couvert pour sa mère et faisait semblant de ne pas le faire. Maintenant, après Vivien, elle mettait 2 couverts. Juste 2, précisément. Comme si elle voulait faire passer un message, comme si elle lui montrait la taille exacte de la famille qu'il avait choisie en fermant cette porte. Marge l'a coincé le 4e jour. « Tu as une sale tête. Merci. » Elle est partie. Alors, elle est partie. Marge a versé son café sans qu'on le lui demande. Tu sais, elle est venue ici le lendemain matin, avant de quitter la ville. La tête de Caleb s'est relevée brusquement. Elle s'est assise juste dans le coin où elle s'asseyait toujours, a commandé un thé qu'elle n'a pas bu. Et elle m'a dit, « Marge, dis-moi la vérité. Suis-je folle? Est-ce que tout ça était réel? » Et j'ai dit, « Ma chérie, cet homme n'a pas regardé une femme depuis 4 ans, et il t'a regardé comme si tu avais décroché la lune. Alors, non. Tu n'es pas folle. C'était réel. » Marge s'est appuyée sur le comptoir. Et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Alors, pourquoi la vérité sur qui je suis rend-elle la chose réelle fausse? Pourquoi une personne ne peut-elle pas être riche et quand même être réelle? » Marge l'a fixé du regard. Je n'avais pas de réponse pour elle. Caleb. Tu en as une? Caleb a fixé son café. Ce n'est pas à propos de l'argent. Non. Alors c'est à propos de quoi? Elle m'a menti tous les jours. Toi aussi, a dit Marge. La tête de Caleb s'est redressée. Tu mens à cette petite fille depuis 4 ans. Tu lui dis que tu vas bien, que tu es fort. Tu lui dis que la raison pour laquelle tu ne laisses jamais personne entrer, c'est parce que tu la protèges. Alors que la vérité, c'est que tu as juste peur. C'est un mensonge aussi, Caleb. C'est le genre de mensonge qu'on pardonne parce qu'il vient de l'amour. Alors, pourquoi son mensonge est-il si différent du tien? Caleb n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Il a laissé son café sur le comptoir et est sorti. Et Marge l'a laissé partir parce qu'elle le connaissait depuis qu'il était un garçon. Et elle savait qu'il n'y avait pas à discuter avec un Ward quand sa fierté était bien ancrée. Il fallait juste attendre que le sol se dérobe sous ses pieds. Ça finissait toujours par arriver. La seule question était de savoir combien ça lui coûtait d'abord. Le sol s'est dérobé 11 jours plus tard, et c'est venu d'une direction que Caleb n'a jamais vu venir. Il fermait le garage quand une voiture s'est garée sur le parking. Pas noire, pas chère, juste une berline de location, grise et oubliable. Un homme est sorti et tout le corps de Caleb s'est immobilisé. Parce qu'il connaissait cette démarche, ce costume, cette certitude manucurée. C'était Dorian Blake. « Ward Auto est fermé », a dit Caleb d'un ton neutre. « Je ne suis pas ici pour une voiture. » Dorian a souri, et c'était le même sourire que celui du café. Celui qui donnait envie aux mains de Caleb de se fermer en point. « Je suis ici pour vous rendre un service. » En fait, d'un travailleur à un autre. Il a jeté un coup d'œil au garage avec un mépris mal dissimulé. Bon, pas tout à fait d'un travailleur à un autre, mais vous comprenez. Dites ce que vous avez à dire et quittez ma propriété. Elle est de retour à New York. Le saviez-vous, Vivien? Dorian a dit le nom comme s'il lui appartenait. De retour au bureau, de retour au gala, de retour dans la vie. 2 semaines ici à jouer à la maisonnette avec un mécanicien. Et à la seconde où c'est devenu difficile, elle est retournée là où elle appartient. Il a penché la tête. Vous savez que c'est son habitude, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas le premier. Il y a eu un moniteur de ski à Aspen, un peintre à Lisbonne, un pompier si vous pouvez le croire. Un quelconque cuit-dame à la mâchoire carrée qu'elle a trouvé charmant pour une saison. Elle fait ça. Elle s'ennuie de son monde, va s'encanailler pendant quelques semaines, trouve un noble pauvre pour la faire se sentir réelle. Et puis elle s'ennuie de lui aussi, et rentre à la maison. Il a écarté les mains. Je vous dis ça pour que vous ne restiez pas ici, dans votre coin perdu, à vous ronger les sangs pour une femme qui a déjà oublié votre nom. Vous étiez des vacances, mon ami. C'est tout. Un fantasme de classe ouvrière qu'elle racontera à ses amis au brunch. Caleb est resté très immobile. Et voici la chose terrible. Voici la chose qui lui a retourné l'estomac. Une partie de lui voulait le croire. Parce que si c'était vrai, alors il avait eu raison. Alors la renvoyer était intelligent, protecteur, la bonne lecture d'une femme qui allait toujours partir. Si Dorian disait la vérité, alors Caleb Ward n'était pas un lâche qui avait jeté la meilleure chose de sa vie par peur. Il était un homme lucide qui avait vu l'arnaque et avait refusé de se faire avoir. La fierté est une chose affamée. Elle mangera n'importe quel mensonge que vous lui donnerez, tant que le mensonge dit que vous aviez raison. « Quittez ma propriété », a répété Caleb. Mais sa voix avait moins de force qu'avant, et Dorian l'a entendu, et son sourire s'est élargi. « Voilà », a dit Dorian doucement. « Vous me croyez déjà. Vous voulez y croire parce que c'est plus facile que l'alternative, n'est-ce pas? Plus facile que de penser que vous aviez quelque chose de réel et que vous l'avez jeté. » Il est retourné vers sa voiture de location. « Continuez votre petite vie, Monsieur Ward. C'est la bonne taille pour vous. Certains hommes sont faits pour les empires. D'autres sont faits pour. » Il a fait un geste vers l'enseigne délavée, le sol balayé, toute la forme modeste de l'endroit.
ça. Il n'y a pas de honte à savoir qui on est. Il est monté dans sa voiture et est parti. Et Caleb est resté sur le parking vide alors que la nuit tombait. Et le poison de Dorian a fait exactement ce pourquoi il était conçu. Il s'est infiltré. Il a trouvé la fissure qui était déjà là. La fissure d'un homme fier et effrayé qui voulait désespérément avoir eu raison. Et il l'a élargie. Ce soir-là, Caleb a été brusque avec Lily pour la première fois depuis des années. Elle avait laissé ses chaussures dans le couloir, et il avait trébuché dessus. Et au lieu du rappel doux habituel, il a hurlé « Combien de fois dois-je te dire de ranger tes fichues chaussures ?» Et le mot « fichu » a flotté dans l'air entre eux, et le visage de Lily s'est décomposé. Et Caleb s'est détesté instantanément et complètement. « Ma chérie, Lily, je suis désolé. Je ne voulais pas. » Mais elle était déjà partie, en haut des escaliers, la porte fermée. Et Caleb s'est tenu au bas des marches, la main sur la rampe, et a compris qu'il devenait exactement la chose dont il avait essayé de la protéger. Qu'en renvoyant Vivien pour épargner à sa fille un chagrin lent, il lui donnait un chagrin lent de toute façon. Juste de ses propres mains, un mot brusque à la fois. Que l'homme vide qu'il devenait allait la blesser plus que n'importe quel milliardaire n'aurait jamais pu. Il a monté les escaliers, a frappé à sa porte. « Lily, je peux entrer? » Rien. Il l'a ouverte quand même, doucement. Elle était sur son lit, face au mur. Et par terre, à côté d'elle, il y avait un morceau de papier. Et le cœur de Caleb s'est arrêté quand il l'a vu. C'était un dessin au crayon de cire, le genre qu'elle faisait par douzaines. 3 personnages, un grand avec une clé à molette, c'était lui. Un petit avec des couettes, c'était elle. Et un troisième au milieu, leur tenant la main à tous les deux, une femme aux cheveux sombres. Et au-dessus de sa tête, dans l'écriture soignée et tremblante de Lily, un seul mot famille. Elle l'avait dessiné il y a des semaines, quand tout allait bien. Et maintenant, il était par terre, près de son lit. Et Caleb a compris qu'elle l'avait regardé, qu'elle le sortait et le regardait. Et cette compréhension l'a presque mis à genoux. « Lily, a-t-il dit doucement, je veux que Vivien revienne. » Sa voix était étouffée par l'oreiller. « Je m'en fiche si tu ne veux pas. Je veux qu'elle revienne. Elle allait être notre famille et tu as tout gâché, ma chérie. Tu dis toujours qu'on fait la chose effrayante quand même. » Elle s'est retournée et son visage était rouge, humide et furieux comme seul le visage d'un enfant peut l'être. Complètement furieux. Aucun calcul d'adulte. Tu m'as dit ça au café. Tu as dit qu'être courageux, c'est quand on a peur, mais qu'on fait quand même ce qui est juste. Et puis tu as eu peur et tu as fait ce qui est mal. Tu as fait la chose lâche. Elle n'avait jamais utilisé ce mot auparavant. Elle ne savait pas vraiment ce qu'il signifiait, mais elle savait que c'était la pire chose qu'elle pouvait dire. Et elle l'a dit, et ça a atterri comme une bombe. Tu es un lâche, et je ne veux pas faire équipe avec un lâche. Les mots ont traversé Caleb Ward comme des éclats d'obus. Il s'est assis lourdement sur le bord de son lit. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, très doucement, tu as raison. Lily a cligné des yeux. Elle s'attendait à une dispute. S'attendait à ce qu'il lui dise qu'elle ne pouvait pas lui parler comme ça. S'attendait à ce que la porte de l'autorité adulte se referme sur elle comme elle le faisait toujours quand les enfants s'approchaient trop de la vérité. « J'ai peur, » a dit Caleb. « Tu as raison sur ce point aussi. J'ai si peur, Lily. J'ai peur depuis le jour où ta mère est tombée malade. Peur de te perdre. Peur de perdre qui que ce soit. Peur que le monde entier nous prenne des choses comme il l'a prise. Elle. » Sa voix était épaisse. Et quand Vivien est arrivé et que j'ai commencé à l'aimer et que tu as commencé à l'aimer, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point ça ferait mal quand elle partirait. Alors je l'ai fait partir en premier, parce que si c'était moi qui le faisais, alors on ne pouvait pas me le faire. Tu comprends? Je nous ai fait du mal à tous les deux pour que personne d'autre ne puisse le faire. Il s'est essuyé le visage avec le talon de sa main. Tu as raison. Ce n'est pas courageux. C'est le contraire de courageux. C'est la chose la plus lâche que j'ai jamais faite. Et je l'ai faite aux 2 personnes que j'aime le plus au monde. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé, ma chérie. Lily s'est assise lentement. Elle a regardé son père. Vraiment regardé, comme elle avait regardé Dorian au café ce premier matin. Le regard clair et sans nuage d'un enfant qui voit exactement ce qui est devant lui. « Alors répare ça », a-t-elle dit simplement. « Tu répares tout. Tu répares les voitures et tu répares le toit. Et tu as réparé mon vélo. Alors répare ça. Ce n'est pas si simple, Lil. Pourquoi pas? Parce qu'elle n'est pas une voiture. Parce qu'elle est riche, ma chérie. Vraiment riche. Elle a toute une autre vie, loin d'ici. Et je n'y ai pas ma place. Et elle n'a pas sa place dans la mienne. Pas vraiment. Et il y a un homme méchant, qui dit qu'elle fait ça tout le temps, qu'elle s'ennuie des gens comme nous. Et tu le crois? La question a arrêté Caleb net, parce que c'était la bonne question. C'était la seule question. Et quand il se l'est vraiment posée, crois-tu Dorian Blake, cet homme mielleux avec son sourire affamé, plutôt que la femme qui pliait des grues en papier avec ta fille, qui murmurait ses répliques depuis le public, et qui a pleuré dans ton salon en disant que tu étais la seule personne à l'avoir jamais aimé pour rien? Quand il a vraiment comparé ces 2 choses, la réponse était si évidente qu'elle lui a fait honte. « Non », a-t-il dit doucement. « Non, je ne le crois pas. » Alors pourquoi l'as-tu écouté? Parce qu'il m'a dit ce que je voulais entendre, a admis Caleb. Il m'a dit que j'avais raison d'avoir peur. Et ça, ma chérie, c'est le genre de mensonge le plus dangereux qui soit. Celui qui te fait te sentir bien à propos de la pire chose que tu aies jamais faite. Lily a réfléchi à cela avec tout son visage sérieux. Puis elle a tendu la main, a ramassé le dessin au crayon de cire par terre et le lui a tendu. « J'ai fait ça pour elle », a-t-elle dit. « J'allais le lui donner, mais tu l'as renvoyé avant que je puisse le faire. » Elle le lui a mis dans les mains. « Alors, tu dois le lui donner. »
Tu dois la trouver et le lui donner et lui dire que je veux toujours qu'elle soit notre famille. Et tu dois lui dire que tu es désolé d'avoir été un lâche. Son menton s'est levé. Et tu dois être courageux pour de vrai cette fois. Complètement courageux. Caleb a regardé le dessin dans ses mains. 3 bonshommes allumettes. Un mot. Toute l'architecture d'une famille qu'un homme effrayé avait démolie. Et une enfant de 8 ans lui tendait maintenant patiemment les plans pour la reconstruire. Elle est à New York, l'île. C'est très loin. Tu as un camion. C'est un très long chemin. Et je ne sais même pas si elle voudra me voir. J'ai dit des choses. J'ai dit qu'elle n'avait pas sa place dans mon monde et que je n'avais pas ma place dans le sien. Je l'ai jetée hors de notre maison. Alors dis pardon. Lily l'a dit avec la simplicité écrasante d'un enfant pour qui tout l'appareil adulte de la fierté, de la classe et de la peur n'existait tout simplement pas. Quand je fais quelque chose de mal, je dois dire pardon, même quand c'est difficile, même quand je n'en ai pas envie. Tu m'as fait dire pardon à Tommy, même quand c'est lui qui a commencé. Alors tu dois dire pardon à Vivien. C'est la règle. C'est toi qui as fait la règle. C'est toi qui as fait le bourgeon. Et voilà. Sa propre règle, retournée contre lui par la petite main sévère de la justice, assise en tailleur sur un lit simple. Caleb a presque ri. C'est sorti comme quelque chose de plus proche d'un sanglot. Ouais, a-t-il dit. C'est moi qui ai fait cette règle. Alors il a de nouveau regardé le dessin, et quelque chose en lui qui était fermé à double tour depuis 11 jours, depuis 4 ans en fait, a commencé lentement à s'ouvrir. Alors peut-être que ton vieux père a une longue route devant lui. Tout le visage de Lily a changé. La fureur s'en est allée et autre chose s'est précipitée. Quelque chose qu'il n'avait pas vu là depuis des semaines. L'espoir. Brillant, dangereux et vivant. Tu vas aller la chercher. Je vais essayer, ma chérie. Je ne peux pas promettre que ça marchera. Elle pourrait me dire d'aller au diable, et elle en aurait tout à fait le droit. Il a soigneusement glissé le dessin dans la poche de sa chemise, sur son cœur. Mais je vais aller lui dire que j'avais tort. Je vais lui dire que j'étais effrayé, fier et stupide. Et qu'une personne plus intelligente que moi, il lui a tapoté le nez, d'environ 1 mètre de haut, m'a remis sur le droit chemin. Et je vais lui donner ton dessin. Et après, ce sera à elle de décider. Et tu seras courageux. Je serai courageux. Il l'a prise dans ses bras. Et pour la première fois en 11 jours, elle l'a laissé faire. Elle s'est blottie contre sa poitrine comme elle le faisait avant, et il a senti ses petits bras s'enrouler autour de son cou et s'accrocher. Complètement courageux, je promets. Mais même en le disant, même en tenant sa fille et en ressentant la première vraie chaleur qu'il avait ressentie depuis la nuit où il avait fermé cette porte, une partie froide et pratique de l'esprit de Caleb Ward était déjà en train de réfléchir au problème. Parce que Vivien Hartwell n'était pas juste une femme avec qui il s'était disputé. Elle était l'une des personnes les plus puissantes du pays. Elle vivait derrière des murs qu'il ne pouvait pas imaginer. Des assistants, de la sécurité, tout un appareil conçu pour tenir exactement le mauvais genre de personne à l'écart. Et après la façon dont ils s'étaient séparés, après Dorian, après l'appel d'avertissement net d'Eleanor, qui pouvait dire que cet appareil n'aurait pas son nom sur une liste, on ne se présente pas simplement à la porte d'une milliardaire. On ne frappe pas simplement. Un homme comme lui, dans un camion comme le sien, avec de la graisse sous les ongles. Il serait renvoyé à l'accueil, s'il arrivait même jusque-là. Il serait une blague. L'histoire de l'après-midi d'un agent de sécurité. Le mécanicien qui pensait pouvoir entrer dans un empire et demander le retour de sa reine. Et il y avait autre chose. Quelque chose de pire, qu'il ne s'est permis de penser qu'après que Lily se soit enfin endormie. Vraiment endormie, profondément et facilement. Comme elle n'avait pas dormi depuis des jours. Comme les enfants dorment quand ils ont confié un fardeau à un adulte et sont sûrs qu'il sera porté. Caleb s'est assis sur la marche du haut dans le noir et s'est forcé à y penser jusqu'au bout. 11 jours, c'était long. Assez long pour que Dorian l'ait atteinte comme il avait atteint Caleb. Assez long pour qu'une femme à qui on avait dit toute sa vie que personne ne pouvait l'aimer pour elle-même ait regardé le mécanicien qui l'avait jeté hors de sa maison et ait décidé qu'il avait prouvé son point. Assez long pour que l'Empire se referme sur elle comme de l'eau. Et s'il conduisait 2000 miles et se tenait à cette porte avec le dessin au crayon de cire d'un enfant dans sa poche, et qu'elle le regardait avec ses yeux fatigués et prudents et disait « Tu avais raison, Caleb, nous n'appartenons pas au monde de l'autre, tu t'en es assuré, et si être courageux n'était pas suffisant? » Il avait dit à Lily qu'être courageux signifiait faire la chose effrayante quand même. Il ne lui avait jamais dit la partie qu'il ne comprenait que maintenant, assis seul dans le noir. Qu'être courageux ne venait pas avec la promesse que ça marcherait. Que tout le terrible intérêt du courage était que l'on faisait la chose effrayante sans savoir comment ça se terminerait. On se levait dans le café sans savoir si l'homme allait vous frapper. On aimait quelqu'un sans savoir si on allait le perdre. On traversait un pays pour une femme qui pourrait avoir toutes les raisons de vous haïr. Et on frappait, et on découvrait. Caleb est descendu. Il a sorti un atlas routier du tiroir à bric-à-brac, le genre en papier que son père gardait. Et il l'a étalé sur la table de la cuisine sous la lumière. Il a trouvé leur petite ville, un point trop petit pour être nommé. Il a trouvé New York, une grande chose tentaculaire à l'autre bout du papier. Et il a tracé la distance entre les deux avec un doigt taché de graisse. Tous ces états, tous ces miles, tout cet espace entre un mécanicien et une fortune. Puis il a sorti le dessin au crayon de cire de sa poche et l'a posé sur la table à côté de l'atlas. 3 bonshommes allumettes, un mot, famille. Il l'a regardé longtemps, et la peur était toujours là. Elle serait toujours là. Il le comprenait maintenant. La peur n'était pas quelque chose que l'on vainquait.
c'était quelque chose que l'on portait. Mais juste à côté de la peur maintenant, il y avait quelque chose que la peur avait évincé pendant 4 ans. Quelque chose que sa fille lui avait rendu avec un dessin au crayon de cire et le mot « lâche » et la clarté insupportable d'un enfant qui refusait de le laisser se cacher. Le courage de rester. Ou dans ce cas, le courage de partir, de se battre et de se tenir à une porte qui pourrait ne pas s'ouvrir et de frapper quand même. Caleb a refermé l'atlas routier. Il a ramené le dessin à l'étage et l'a posé sur sa propre table de chevet, là où il le verrait en premier le matin. Puis il s'est allongé dans son lit, dans sa petite maison, dans sa petite ville, à la fin d'une vie qu'il avait construite pour tenir à l'écart exactement le genre de choses impossibles qui étaient entrées dans son café un matin gris et avaient tout changé. Et il n'a pas dormi. Mais pour la première fois en 11 jours, le non-sommeil n'était pas du chagrin, c'était de la planification. Quelque part à 2000 miles à l'est, dans une vie de verre et d'acier qui n'avait jamais ressemblé à un foyer, Vivien Hartwell était éveillé aussi, bien que Caleb ne pouvait pas le savoir. Il ne pouvait pas savoir qu'elle avait gardé une seule chose de ces 2 semaines, une photo que Lily lui avait fait prendre, 2-3 à la rivière, floue, décentrée et parfaite, et qu'elle la regardait plus qu'elle ne l'admettrait jamais. Il ne pouvait pas savoir que Dorian était venu la voir aussi, avec un autre ensemble de poisons, murmurant que le mécanicien n'avait jamais appelé, jamais écrit, que son silence prouvait qu'il ne l'avait jamais vu, que comme un problème à éliminer. Il ne pouvait pas savoir qu'elle était à ce moment même plus proche de le croire qu'elle ne l'avait jamais été, plus proche de laisser l'Empire se refermer sur elle pour de bon, plus proche de redevenir la femme qui savait qu'il ne fallait pas espérer. Il ne pouvait rien savoir de tout ça. Tout ce qu'il savait, c'est ce que sa fille lui avait appris, assise en tailleur sur un lit simple avec un crayon de cire dans son poing et plus de courage dans son petit corps que son père n'en avait réussi à rassembler en 4 ans. Tu répares tout, papa. Alors, répare ça. Sois courageux pour de vrai cette fois. Complètement courageux. Caleb Ward a fermé les yeux dans le noir et quelque part dans sa poitrine. Pour la première fois depuis très longtemps, l'homme le plus fatigué du comté a ressenti quelque chose qui n'était pas du tout de la fatigue. Il se sentait prêt. Il est parti avant l'aube. Il avait tout arrangé la nuit précédente avec l'efficacité d'un homme qui avait autrefois planifié des déploiements. Marge prendrait Lily. Marge avait pleuré quand il lui avait demandé. Vraiment pleuré. Puis lui avait tapé sur le bras et dit qu'il était grand temps. Il avait fait un sac. Il avait vérifié l'huile, les courroies et les pneus du camion lui-même, 2 fois, parce que la dernière chose dont il avait besoin était de tomber en panne en Ohio en poursuivant une milliardaire. Et il avait pris le dessin au crayon de cire de sa table de chevet, l'avait glissé dans une pochette en plastique pour ne pas le tacher de graisse, et l'avait posé sur le siège passager où il pourrait le voir tout le long du trajet. « Tu m'appelles tous les soirs », lui a dit Marge sur le porche, tenant une Lily endormie contre elle. Et Caleb, elle lui a agrippé le bras. « Quand tu trouveras cette femme, ne commence pas avec ta fierté. Commence avec la vérité. Tu m'entends? La vérité d'abord. La fierté peut rester dans le camion. La fierté peut rester dans le camion, a répété Caleb. Lily s'est détachée de Marge, a couru vers lui et a jeté ses bras autour de sa taille. Ramène-la à la maison, a-t-elle chuchoté. Je vais essayer, ma chérie. Je vais essayer si fort. Pas essayer. Ramène-la à la maison. Tu as promis d'être complètement courageux. Il s'est agenouillé et a regardé sa fille dans les yeux. Je l'ai fait et je le serai. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Lily, au cas où ça ne marcherait pas. Elle pourrait dire non. Elle a tout à fait le droit de dire non après ce que j'ai fait. Et si elle le fait, ce n'est pas parce que tu n'en valais pas la peine ou parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est parce que j'ai cassé quelque chose. Et parfois, les choses cassées ne se recollent pas, peu importe à quel point on est courageux. Tu comprends? Lily l'a regardé avec ses yeux bruns stables. Elle ne dira pas non, a-t-elle dit avec la foi absolue d'un enfant. Elle nous aime. Tu dois juste le lui rappeler. Et Caleb, qui savait mieux, qui connaissait le monde, prenait les choses et ne les rendait pas, qui avait appris cette leçon dans une chapelle d'hôpital il y a 4 ans. Caleb a choisi, debout sur son porche dans le noir, de croire une enfant de 8 ans à la place. Parce que parfois, la foi n'est pas une question de probabilité. Parfois, la foi est juste la décision de conduire vers l'Est quand même. Il a conduit pendant 2 jours. Il a traversé le plat milieu du pays avec la radio allumée, éteinte, puis rallumée, répétant ce qu'il dirait, puis jetant tout parce que chaque discours qu'il construisait sonnait comme un homme qui se défendait. Et Marge avait raison. Il n'allait pas là-bas pour se défendre. Il y allait pour dire la vérité. La vérité n'avait pas besoin d'un discours. La vérité avait juste besoin qu'il se tienne tranquille, la dise, et ne s'enfuit pas. Il a appelé Lily tous les soirs. Le premier soir, elle a demandé où il était, et il a dit le Missouri, et elle a demandé si c'était proche, et il a dit pas encore. Le deuxième soir, il a dit la Pennsylvanie, et elle s'est excitée, et il a dû lui rappeler qu'arriver là-bas était la partie facile. Et l'après-midi du 3e jour, Caleb Ward a conduit le camion de son père, de la rouille sur les passages de roues, 200 000 miles au compteur, une galerie de toit qu'il n'avait jamais enlevée, au cœur de New York. Et il a immédiatement compris à quel point il était dépassé. Le bâtiment Hartwell était une tour de verre qui renvoyait tout le ciel gris sur lui-même. Caleb a garé le camion à 4 pâtés de maison parce qu'il ne trouvait rien de plus près. Et même à 4 pâtés de maison, le stationnement coûtait plus que ce qu'il gagnait en une matinée. Il a marché jusqu'à la tour dans sa bonne flanelle. Il avait apporté la bonne et ses bottes propres. Et il a senti chaque regard qui glissait sur lui et le rejetait. Le mécanicien, le provincial, l'homme qui n'avait rien à faire dans cette rue, parmi ces gens.
Il est entré dans le hall et un agent de sécurité était sur lui avant qu'il n'ait fait 10 pieds. Je peux vous aider? Je suis ici pour voir Vivien Hartwell. L'expression du garde n'a pas changé, mais quelque chose derrière a changé. Un petit amusement fatigué, le regard d'un homme qui gérait ce genre de choses chaque semaine. Avez-vous un rendez-vous? Non. Alors je crains de ne pas pouvoir vous aider. Madame Hartwell ne reçoit pas sans rendez-vous. Il montrait déjà la porte. Il y a une ligne d'information générale que vous pouvez appeler. Dites-lui que Caleb Ward est là. Caleb n'a pas bougé vers la porte. Il a planté ses pieds comme il les avait plantés au café. Le calme descendant sur lui comme il le faisait toujours quand les choses comptaient. Dites-lui juste le nom. Caleb Ward. Si elle dit qu'elle ne veut pas me voir, je sortirai par cette porte et je ne reviendrai jamais, et vous n'aurez plus jamais à vous occuper de moi. Mais vous lui dites le nom d'abord. Le garde l'a étudié. Quelque chose dans l'immobilité de Caleb. Cette immobilité du café, le calme d'un homme qui n'allait pas faire de scène, mais qui n'allait pas non plus être déplacé, a dû être perçu. Car au lieu d'appeler des renforts, le garde a pris un téléphone. J'ai un Caleb Ward dans le hall qui demande Madame Hartwell. Pas de rendez-vous. Une pause. Oui, c'est ce qu'il a dit. Une pause plus longue. Les sourcils du garde se sont légèrement levés. Compris. Il a raccroché, a regardé Caleb avec de nouveaux yeux. Réévaluateur. Quelqu'un descend. Ce n'était pas Vivien. L'ascenseur s'est ouvert et une femme est sortie. Nette, professionnelle, la soixantaine, avec des cheveux argentés et un tailleur qui coûtait plus que le camion de Caleb. Et Caleb a reconnu la voix avant qu'elle n'ouvre la bouche, parce qu'il l'avait entendue au téléphone il y a 11 jours et 2000 miles. Monsieur Ward. Le sourire d'Eleanor était poli et entièrement sans chaleur. C'est une surprise. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir en personne. Je pensais que notre appel téléphonique avait clarifié la situation. Vous êtes Eleanor. Je suis la chef de cabinet de Madame Hartwell. Oui. Je suis avec la famille depuis 30 ans, ce qui signifie, Monsieur Ward, que j'ai vu beaucoup d'hommes comme vous passer par ce hall. Elle a joint les mains. Laissez-moi vous faire gagner du temps et de la dignité. Vivien n'est pas disponible. Elle reconstruit sa vie après une année sabbatique mal avisée. Elle s'est réengagée auprès du conseil d'administration, de ses responsabilités, des gens qui comprennent son monde. La dernière chose dont elle a besoin est un rappel d'un chapitre difficile qui entre dans son hall dans une. Ses yeux l'ont parcouru. Chemise de travail. Caleb a encaissé. Il s'attendait à pire. Honnêtement, j'aimerais la voir. Ça n'arrivera pas. Avec tout mon respect, madame, c'est sa décision, pas la vôtre. Tout ce qui concerne la protection de Vivien est ma décision. C'est mon travail. Eleanor s'est approchée et sa voix a baissé, et le vernis s'est écaillé. Et en dessous, il y avait quelque chose de plus dur et de plus honnête. Laissez-moi vous dire quelque chose, Monsieur Ward, puisque vous avez conduit tout ce chemin. Je ne vous déteste pas. Je pense même que vous pourriez être sincère, ce qui est plus rare qu'on ne le pense dans ce bâtiment. Mais la sincérité ne suffit pas. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est sa vie. Il y a des gens dont la carrière entière dépend de qui elle épouse. Il y a des fusions, des fondations, 100 000 employés, un héritage pour lequel son grand-père a saigné. Elle ne peut pas s'enfuir pour réparer des carburateurs dans une ville que je ne pourrais pas trouver sur une carte. Et chaque jour où vous la laissez espérer qu'elle le peut est un jour de réel dommage pour un véritable empire et une véritable femme. Elle s'est redressée. Alors je vous le demande une dernière fois, et cette fois non pas comme une menace, mais comme quelque chose de plus proche d'un plaidoyer de quelqu'un qui l'aime différemment de vous. Rentrez chez vous. Laissez-la guérir. Laissez-la être celle qu'elle est née pour être. Si vous l'aimez, vous la laisserez partir. Et ça, c'était le poison qui a failli fonctionner. Parce que ce n'était pas le mensonge laid de Dorian, c'était pire. C'était une chose en forme de vérité, enveloppée dans ce qui ressemblait à de l'amour. Et ça a frappé exactement l'endroit dont Caleb avait le plus peur. Et si la chose la plus gentille était vraiment de partir? Et s'il était égoïste? Et s'il avait conduit 2000 miles, non pas pour sauver Vivien, mais pour sauver son propre cœur brisé, et que le prix était de l'arracher à une vie pour laquelle elle était faite? Il est resté là, dans le hall de verre et d'acier, et il a senti sa résolution vaciller. Et sa main est allée à la poche de sa chemise, une vieille habitude nerveuse maintenant, et il a senti la pochette en plastique et le dessin au crayon de cire à l'intérieur. 3 bonshommes allumettes, un mot. Et Caleb s'est souvenu du visage de sa fille. Pas essayé. Ramène-la à la maison. Madame, a-t-il dit doucement. Vous n'arrêtez pas de me dire ce qu'est sa vie, ce dont son monde a besoin, ce pourquoi elle est née. Et peut-être que vous avez raison sur tout ça. Vous la connaissez depuis 30 ans, et je la connais depuis quelques semaines, alors peut-être que vous savez des choses que je ne sais pas. Il a sorti le dessin de sa poche, toujours dans sa pochette, et l'a tenu pour qu'elle puisse le voir. Mais ma fille a dessiné ça il y a 3 semaines. C'est moi. C'est elle. Et c'est Vivien au milieu, nous tenant la main à tous les deux. Et ce mot en haut, c'est l'orthographe de famille de ma fille de 8 ans. Sa voix était stable, mais ça lui a coûté. Maintenant, je ne connais pas grand-chose aux fusions, au conseil d'administration ou aux héritages. Mais je sais que ma petite fille, qui a perdu sa mère à 4 ans et n'a jamais appelé personne d'autre par ce mot, a regardé une femme qu'elle connaissait depuis 2 semaines et l'a dessinée au milieu de notre famille au crayon de cire. Et je ne pense pas qu'on fasse ça pour une personne qui est juste née pour être une fortune. Je pense qu'on fait ça pour une personne, une vraie. Il a baissé le dessin. Alors, je ne vais pas dire à Vivien ce que sa vie devrait être. Ce n'est pas pour ça que j'ai conduit jusqu'ici. J'ai conduit jusqu'ici pour lui donner ça et pour dire que je suis désolé d'avoir été un lâche. Et ensuite pour la laisser choisir.
Pas vous, pas le conseil d'administration. Elle. Parce qu'en 2 semaines, dans une ville que vous ne pouvez pas trouver sur une carte, elle était plus libre de choisir qu'elle ne l'a probablement été de toute sa vie. Et je pense que quelque part en elle, elle le sait. Eleanor l'a fixé et quelque chose a bougé sur son visage poli. Une fissure, une lueur d'une femme qui avait en fait regardé Vivien Hartwell passer d'une petite fille seule à une femme puissante et seule. Et qui, peut-être, sous 30 ans de devoir, voulait pour elle la seule chose que tout l'argent n'avait jamais achetée. C'est très émouvant, a dit Eleanor. Mais sa voix avait perdu sa certitude. Ce n'est pas censé être émouvant. C'est juste vrai. Pendant un long moment, Eleanor n'a rien dit, puis elle a tendu la main. Puis-je le voir? Caleb a hésité, puis lui a tendu le dessin. Eleanor l'a regardé longtemps, les 3 bonshommes allumettes, les lettres tremblantes au crayon de cire. Et Caleb a regardé 30 ans de gardiennage se battre avec quelque chose de plus ancien et de plus doux, et il ne pouvait pas dire qui allait gagner. Elle est fiancée, a dit Eleanor brusquement, en regardant toujours le dessin. Le saviez-vous? Ça a été annoncé il y a 4 jours, à Dorian Blake. Une fusion. En fait, les avoirs de sa famille avec les nôtres. Sa mère l'a arrangé. Vivien y a consenti le lendemain de son retour de votre ville. Eleanor a finalement levé les yeux, et ses yeux étaient plus difficiles à lire maintenant. Elle y a consenti, Monsieur Ward, parce qu'elle a décidé que la chose qu'elle voulait ne pouvait pas être obtenue. Qu'un homme dans une petite ville avait regardé qui elle était vraiment et l'avait jetée hors de sa maison. Elle a décidé que l'amour n'était pas pour elle, après tout. Alors, elle est retournée à la fusion, à la chose sûre, sensée, sans amour. Parce que c'est ce que les gens de ce monde font quand ils ont abandonné. Elle a rendu le dessin. Vous voulez savoir si vous êtes trop tard? C'est la vraie question, n'est-ce pas? Pas si elle vous verra, mais si ça a de l'importance, si elle le fait. Le sol s'est dérobé sous les pieds de Caleb. Dorian Blake, fiancé. L'homme mielleux du café. L'homme qui avait conduit jusqu'à son garage pour l'empoisonner. L'homme qui avait prétendu que Vivien s'ennuyait des gens comme Caleb, et pendant tout ce temps, il s'arrangeait pour la posséder. Cet homme ne l'aime pas, a dit Caleb, et sa voix était devenue basse et dangereuse. La voix du café. L'amour n'a jamais été le but. Il lui a attrapé le poignet dans un café, assez fort pour laisser des marques. C'est la première fois que je les ai vues. Il a mis ses mains sur elle et elle est partie quelque part derrière ses propres yeux, comme le font les gens quand se battre n'a jamais fonctionné. La mâchoire de Caleb était serrée. Vous la connaissez depuis 30 ans, madame. Vous l'aimez, vous avez dit, différemment de moi. Alors dites-moi la vérité. Est-elle heureuse dans cette fusion? Est-elle heureuse? Eleanor n'a pas répondu, et son absence de réponse était la chose la plus bruyante dans ce hall de verre. C'est ce que je pensais, a dit Caleb doucement. Eleanor l'a regardé un long moment de plus, puis quelque chose en elle, la chose qui, contre tout instinct professionnel, avait demandé à voir le dessin au crayon de cire d'un enfant, a pris sa décision. Il y a un gala ce soir, a-t-elle dit. Le gala annuel de la Fondation Hartwell. Vivien y sera, Dorian aussi. Ainsi que 300 des personnes les plus importantes de cette ville, la presse et sa mère, qui préféreraient voir le bâtiment brûler que de voir sa fille embarrassée par un mécanicien de nulle part. Elle a sorti une carte de sa veste, a écrit quelque chose au dos. C'est l'adresse, et c'est un nom à la porte qui vous fera entrer. Je ne fais pas ça, parce que je pense que vous avez votre place là-bas, Monsieur Ward. Vous ne l'avez pas. Vous serez l'homme le plus déplacé de la pièce, de loin. Elle a pressé la carte dans sa main, et juste une seconde, son masque poli a complètement disparu. Et en dessous, il y avait une femme fatiguée qui avait passé 30 ans à aimer une fille qui n'avait jamais eu le droit d'être heureuse. Je le fais parce qu'en 30 ans, personne ne m'a jamais montré une image comme celle-là. Et parce que vous avez demandé si elle était heureuse et que je n'ai pas pu répondre. Et cette réponse me dérange depuis 4 jours. Rentrez chez vous et mettez ce que vous avez de mieux. Ce ne sera pas assez. Venez quand même. Et elle s'est retournée et est retournée à l'ascenseur. Et Caleb Ward est resté dans le hall de la Tour Hartwell avec une carte dans une main et un dessin au crayon de cire dans l'autre. Et toute la taille impossible de ce qu'il était sur le point de faire s'est abattue sur lui. Il avait une soirée. Il avait une chemise en flanelle et une veste de costume qui avait appartenu à son père. Il avait le dessin d'un enfant et des excuses de 2000 miles. Et aucune raison valable de se présenter dans une pièce pleine des personnes les plus puissantes du pays pour interrompre des fiançailles. Il est allé se faire couper les cheveux. Il a acheté une chemise blanche dans un magasin où la moins chère l'a fait grimacer. Il a ciré ses bottes dans le camion avec un chiffon et de la salive, comme son père le lui avait appris. Et à 7 heures, Caleb Ward s'est présenté à une salle de bal d'hôtel qui coûtait plus cher à louer pour une nuit que sa maison ne valait. Il a donné le nom qu'Eleanor avait écrit sur la carte et a regardé l'homme à la porte froncer les sourcils, vérifier une liste, froncer les sourcils plus profondément, puis le laisser passer à contre-cœur. La pièce l'a frappé comme un mur. 300 personnes dans des vêtements qui coûtaient des fortunes, des lustres, un quatuor à cordes, des serveurs glissant avec des plateaux de choses qu'il ne pouvait pas nommer. Et Caleb, dans la veste de son père, sa nouvelle chemise et ses bottes cirées, a senti chaque personne le remarquer et le classer instantanément comme étant à la mauvaise place. Le personnel, peut-être, ou le chauffeur de quelqu'un qui s'était égaré. Certainement pas l'un d'eux. Il s'en fichait.
Il balayait la pièce du regard comme il avait balayé le café, et il l'a trouvé. Vivien se tenait près de l'avant, près d'une petite scène, dans une robe de la couleur de l'eau profonde. Et elle était belle, et elle était misérable. Caleb pouvait le voir de l'autre côté de la pièce. Le calme qu'il connaissait si bien, l'armure de la milliardaire. Et en dessous, la femme qui avait pleuré dans son salon, si bien rangée qu'elle semblait sur le point de se briser. À côté d'elle se tenait Dorian Blake en smoking, une main posée sur le bas de son dos, avec la possession désinvolte d'un homme exhibant un bien. Et à côté d'eux, une femme plus âgée, argentée et vive, et sans aucun doute sa mère. Et tandis que Caleb regardait, Dorian a pris un verre et une petite cuillère et l'a tapoté. Et la pièce a commencé à se taire. Et Caleb a compris avec un sursaut qu'il était sur le point de voir les fiançailles officialisées devant 300 personnes. Et qu'il avait peut-être 90 secondes pour décider s'il était l'homme que sa fille pensait qu'il était. « Si je pouvais avoir votre attention, » disait Dorian, sa voix douce et portante. « Merci à tous. Ce soir est une soirée spéciale pour la famille Hartwell et pour la mienne. Beaucoup d'entre vous savent que nos deux familles sont amies et partenaires depuis très longtemps. Et ce soir, j'ai l'honneur de partager que ce partenariat devient quelque chose de plus permanent. » Il s'est tourné vers Vivien, lui a pris la main. « Vivien, Vivien. » Caleb ne l'a pas crié. Il l'a dit comme il disait tout ce qui comptait, calmement, d'une voix égale. Et d'une manière ou d'une autre, ça a traversé la pièce comme son immobilité le faisait toujours. Et 300 têtes se sont tournées vers l'homme à la veste empruntée, debout au fond de la salle de bal. Et le quatuor à cordes a hésité, et le visage lisse de Dorian est devenu flasque d'incrédulité, puis sombre de fureur. Et Vivien Hartwell a regardé à travers une pièce pleine des personnes les plus puissantes du pays, et a vu le mécanicien qui l'avait jeté hors de sa maison, debout là, avec quelque chose dans la main. Le silence était total. « Vous, » a dit Dorian, et son calme avait disparu. Complètement. La voix du café était là maintenant. « Vous devez être fou. Sécurité. »« Je veux juste une minute, » a dit Caleb à la salle, à elle, sans bouger. « J'ai conduit 2000 miles pour une minute. Ensuite, je partirai si elle le veut. Vous partirez maintenant. » Dorian a fait un pas. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes fourré. Vous allez être escorté hors d'ici, et si vous avez de la chance, c'est tout ce qui arrivera. » Dorian, la voix de Vivien. Calme, mais ça l'a arrêté net. Elle fixait Caleb et son armure se fissurait en temps réel, là, devant tout le monde. Et sa mère a posé une main sur son bras et a sifflé quelque chose, et Vivien ne l'a même pas entendu. « Laisse-le parler. Vivien, il y a 300 personnes. » J'ai dit, laisse-le parler. Elle s'est éloignée de la main de Dorian, de sa mère, et toute la salle a regardé l'une des femmes les plus puissantes du pays faire quelques pas vers un mécanicien à la veste empruntée. Et la presse près de la scène a commencé à lever discrètement ses téléphones. « Caleb, qu'est-ce que tu fais ici? » Et Caleb Ward, debout dans la pièce la plus intimidante où il ait jamais été, plus effrayé qu'il ne l'avait été dans 12 pays, a senti la peur monter et s'est senti faire la chose que sa fille lui avait apprise. Il l'a fait quand même. Complètement. « Je suis venu dire que je suis désolé, » a-t-il dit. Et sa voix portait parce qu'il l'a laissé faire, parce qu'il ne se cachait plus. « Je suis venu dire que j'étais un lâche. Tu m'as dit la vérité sur qui tu étais. Et au lieu de l'entendre, j'ai eu peur et je t'ai jeté hors de ma maison. Et je t'ai dit que tu n'avais pas ta place dans mon monde et que je n'avais pas ma place dans le tien. Et j'avais tort. J'avais tort sur toute la ligne. » Il a fait un pas vers elle. « Tu ne m'as pas menti sur qui tu étais, Vivien. Tu m'as montré exactement qui tu étais chaque jour dans mon garage, à ma table et à la pièce de théâtre de ma fille. Le nom était la seule chose qui était différente. La femme était réelle. Je savais qu'elle était réelle. Je l'ai jetée dehors quand même parce que j'avais trop peur de la perdre pour simplement la garder. Et c'est la pire chose que j'ai jamais faite. Tu es trop tard. » La voix de Dorian, tendue. Elle a fait son choix. Nous sommes fiancés. Dis-le lui, Vivien. Dis-lui que c'est fini. Mais Vivien ne regardait pas Dorian. Elle regardait la chose dans la main de Caleb. « Qu'est-ce que c'est? » a-t-elle dit. Caleb l'a tenu, le dessin au crayon de cire dans sa pochette en plastique. Lily l'a fait il y a des semaines, avant tout. Il a franchi la dernière distance entre eux, ignorant complètement Dorian, ignorant la mère, ignorant 300 des personnes les plus importantes du pays. Et il le lui a tendu, à la seule personne de la pièce qui comptait. C'est moi, c'est elle. Et c'est toi au milieu, nous tenant la main à tous les deux. Et ce mot en haut, elle l'a écrit elle-même. C'est comme ça qu'une enfant de 8 ans épelle famille. Vivien l'a pris avec une main qui avait commencé à trembler. « Elle n'est plus la même depuis que tu es parti, » a dit Caleb plus doucement, juste pour elle. Elle a arrêté de raconter ses livres sur les chevaux. Elle a arrêté de demander le bon chocolat chaud. Elle a mis la table pour deux et l'a fait exprès pour que je voie la taille exacte de la famille que j'ai jetée. Et puis un soir, elle m'a regardé et m'a traité de lâche, ma fille de 8 ans. Et elle avait raison. Et elle a dit, « Tu répares tout, papa, alors répare ça. » Et elle m'a fait promettre d'être complètement courageux, de conduire jusqu'ici, de te donner ça et de te dire qu'elle veut toujours que tu sois notre famille. Qu'est-ce que tu? Sa voix s'est finalement brisée, devant tout le monde, et il l'a laissé faire. Alors c'est ce que je fais. Je suis complètement courageux pour la première fois en 4 ans. Je suis debout dans la pièce la plus effrayante où j'ai jamais été, dans la veste de mon père décédé, devant tout le monde que tu connais, pour te dire que je me fiche que tu sois riche, et je me fiche de ton empire, et je me fiche de tout ça. Ce qui m'importe, c'est que ma fille t'a dessiné au milieu de nous au crayon de cire, et elle avait raison.
et j'étais trop lâche pour le voir. Il s'est arrêté à une longueur de bras d'elle. Je ne te demande pas d'abandonner quoi que ce soit. Je ne suis pas Eleanor. Je ne vais pas te dire ce que ta vie devrait être. Je demande juste, y a-t-il de la place quelque part dans cette grande vie qui est la tienne pour un mécanicien et sa petite fille qui t'aime? Parce que s'il y en a, on trouvera le reste. Et s'il n'y en a pas, je monterai dans mon camion et je rentrerai chez moi, et je ne te dérangerai plus jamais. Mais je ne pouvais pas te laisser épouser un homme qui t'a attrapé le poignet dans un café sans au moins te dire la vérité. Tu mérites de faire le choix en sachant que quelqu'un a conduit 2000 miles juste pour être honnête avec toi. La salle de bal était si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace fondre dans 300 verres. Vivien Hartwell se tenait dans sa robe couleur d'eau profonde avec le dessin au crayon de cire d'un enfant tremblant dans ses mains. Et elle l'a regardé, et elle a regardé l'homme à la veste empruntée. Et quelque chose qui était enfermé en elle depuis très longtemps, plus de 11 jours, plus de 2 ans depuis la mort de son père, peut-être toute sa vie gardée, a finalement commencé à s'ouvrir. Et Dorian Blake, regardant sa fusion s'évaporer en temps réel devant toute la presse de New York, a pris la pire décision de sa soirée. Il lui a attrapé le bras. « Vivien, ça suffit. Tu t'embarrasses, toi et ta famille, et 30 ans de... Lâche-la. » Caleb n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. C'était le café. Encore une fois. Les mêmes mots exacts, le même calme exact qui était plus effrayant que n'importe quel cri. Et toute la pièce a senti la température chuter. Je t'ai vu faire ça la première fois que nous nous sommes rencontrés. Je me suis levé alors que je ne connaissais pas son nom et que je ne connaissais pas le tien et que je n'avais rien à y gagner. Tu penses que je ne le ferai pas maintenant? La main de Dorian n'a pas bougé. Ses yeux ont balayé la pièce, la presse, les caméras, les 300 témoins. Et Caleb l'a regardé faire le calcul, le même mauvais calcul du café, pesant sa fierté contre l'immobilité du mécanicien. Dorian, a dit Vivien très doucement, sans le regarder, en regardant toujours le dessin. Lâche mon bras. Un souffle. Tu as lâché mon bras toute ta vie avec un temps de retard. Et je t'ai laissé faire. Mais pas ce soir. Pas devant lui. Elle a finalement levé les yeux, et ils étaient humides. Et ils étaient certains. Et ils étaient libres d'une manière que Caleb n'avait pas vue depuis la rivière. Lâche-moi. Les fiançailles sont rompues. Ça a toujours été une fusion. Et j'en ai fini d'être fusionné. Et elle a retiré son bras et a tourné le dos à Dorian Blake, à sa mère, à l'Empire et à 300 des personnes les plus puissantes du pays. Et elle a regardé Caleb Ward avec le dessin au crayon de cire d'un enfant pressé contre son cœur. Et pour la première fois dans cette salle terrible et scintillante, Vivien Hartwell ressemblait à une personne. Tu as conduit 2000 miles, a-t-elle dit, pour me donner un dessin. Pour te donner la vérité, a dit Caleb. Le dessin n'était que la preuve. Et quoi qu'elle dise ensuite, quel que soit le choix qu'elle était sur le point de faire devant tous ceux qu'elle avait jamais connus, toute la pièce s'est penchée pour l'entendre. Parce qu'ils venaient tous de voir un mécanicien à la veste empruntée faire la seule chose que tout leur argent ne leur avait jamais appris à faire. Et pas une seule personne dans cette salle de bal ne pouvait détourner le regard. Ce qu'elle a dit ensuite, elle l'a dit doucement, mais toute la salle l'a entendu. Je dois passer un appel téléphonique. Ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Ni Caleb, ni Dorian, ni les 300 personnes qui retenaient leur souffle. Vivien Hartwell a fouillé dans une petite pochette, a sorti son téléphone. Et avec le dessin au crayon de cire toujours pressé contre sa poitrine, elle a composé un numéro qu'elle connaissait apparemment par cœur. Et elle l'a mis sur haut-parleur et l'a tenu en l'air. Et dans le silence de cette énorme salle de bal, une petite voix endormie est sortie du minuscule haut-parleur, et le cœur de Caleb s'est arrêté. Allô, Lily. C'était Lily. Vivien avait son numéro. Bien sûr qu'elle l'avait. Elle connaissait tout leur emploi du temps. Et Caleb a réalisé avec un sursaut qu'une partie de Vivien l'avait gardé tout ce temps. Lily, a dit Vivien, et sa voix s'est brisée sur ce seul mot. C'est moi. C'est Vivien. Il y a eu un silence sur la ligne, puis un son qui a brisé tous les cœurs de cette pièce. Une petite inspiration brusque. Et puis, Vivien! Vivien! Papa est allé te trouver. Est-ce qu'il t'a trouvé? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il t'a donné mon dessin? Est-ce qu'il a dit pardon d'avoir été un lâche? 300 des personnes les plus puissantes du pays ont écouté une enfant de 8 ans tout déballer, et pas une seule ne respirait. Il m'a trouvé, a dit Vivien, les larmes coulant librement maintenant, sans s'en soucier, sans armure, juste une femme au téléphone dans une salle de bal. Il est juste en face de moi, et il m'a donné ton dessin, ma chérie. Celui avec nous trois. C'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais donnée. Tu l'aimes? Je l'adore. Je t'ai porté dans mon cœur tout ce temps. Et maintenant, je peux te porter dans mes mains aussi. Est-ce que tu vas être notre famille maintenant? La voix de Lily était féroce, pleine d'espoir et complètement sans malice. La voix d'un enfant qui ne savait pas ou ne se souciait pas d'être diffusé dans une pièce pleine de milliardaires. Papa était si triste sans toi. Il a pris les 2 sortes de crème glacée et puis il a pleuré dans la cuisine et il pensait que je n'entendais pas, mais j'ai entendu. Et je lui ai dit qu'il devait être courageux et aller te chercher parce que tu allais être notre famille. Et il a tout gâché. Est-ce qu'il a tout réparé? Est-ce que tu rentres à la maison? Vivien a levé les yeux du téléphone, a regardé Caleb debout là, dans la veste de son père décédé, avec des larmes dans ses propres yeux maintenant. Cet homme au cœur brisé, complètement défait devant tout le monde. Ça dépend de ton papa, a dit Vivien dans le téléphone, en regardant toujours Caleb. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est arrivé? Je ne sais pas. Je ne suis pas là. Un rire aqueux a traversé la pièce. La première fissure dans la tension. 300 personnes se surprenant elles-mêmes.
Il a dit, a raconté Vivien, qu'il se fiche que je sois riche et qu'il se fiche de mon empire et qu'il a fait 2000 miles juste pour être honnête avec moi. Il a dit que la seule chose qui lui importe, c'est que tu m'as dessiné au milieu de votre famille au crayon de cire et qu'il avait trop peur pour voir que tu avais raison. Je lui ai dit ça. J'ai dit exactement ça. Le triomphe de Lily a crépité à travers le haut-parleur. Alors, ça veut dire oui? Tu rentres à la maison? S'il te plaît, rentre à la maison. Vivien, s'il te plaît. J'ai mis la table pour 2 et c'est trop petit. Je veux que ce soit 3. Et ça, la table mise pour 2 qu'une petite fille voulait être 3. C'est ce qui a tout achevé. Vivien Hartwell a fermé les yeux, et un son est sorti d'elle qui était à moitié sanglot et à moitié rire. Et quand elle les a rouverts, elle en avait fini. Complètement fini avec l'armure, la fusion, l'empire, toute la vie sans amour et sensée à laquelle elle s'était résignée il y a 11 jours. Oui, a-t-elle dit dans le téléphone, et sa voix était stable maintenant, certaine, libre. Oui, ma chérie, je rentre à la maison. Dis à la table de faire de la place pour 3. Le cri de joie qui est sorti de ce minuscule haut-parleur était si fort et si pur que les gens ont ri et essuyé leurs larmes dans toute la salle de bal. Des étrangers, des gens durs, adoucis pour un moment par le bonheur d'une enfant de 8 ans diffusé à plein volume. Je dois y aller, ma chérie, a réussi à dire Vivien. Je dois parler à ton papa, mais je te verrai très bientôt, je promets. Et Lily, merci d'avoir été assez courageuse pour nous tous. Au revoir, Vivien. Au revoir. Dis à papa qu'il n'est plus un lâche. La ligne s'est coupée et Vivien Hartwell s'est tenu au milieu du gala de la Fondation Hartwell. Devant le conseil d'administration, la presse, sa mère et l'homme qu'elle avait failli épouser. Et elle s'est tournée pour faire face à tout ça. J'imagine, a-t-elle dit, et sa voix avait retrouvé toute sa force. Mais c'était une force différente maintenant. Pas une armure, mais un fondement. Que nombre d'entre vous ont des questions. Alors laissez-moi vous épargner la peine. Elle s'est tournée vers Dorian. Il n'y aura pas de fiançailles. Il n'y aurait jamais eu de mariage, seulement une transaction. Et j'en ai fini d'être une ligne budgétaire dans ma propre vie. Elle s'est tournée vers sa mère. Mère, je t'aime et je sais que tu as fait ce que tu pensais être juste. Mais tu as passé 30 ans à m'apprendre que personne ne pourrait jamais m'aimer pour moi-même. Et ce soir, un mécanicien a conduit 2000 miles pour te prouver le contraire devant tous ceux que tu connais. Alors, je vais choisir de le croire lui au lieu de toi. Juste cette fois. Le visage de sa mère était blanc. Vivien, si tu sors d'ici avec cet homme, tu comprends ce que ça signifie. Le conseil d'administration, l'entreprise, tout ce que ton grand-père. Je comprends exactement ce que ça signifie. Et ici, la voix de Vivien n'a pas du tout vacillé. Ça signifie que je serai libre. Savez-vous que j'essaie de céder le contrôle de cette entreprise depuis 1 an? Le conseil d'administration n'aimerait rien de plus. Ils pensent que je suis imprudente, sentimentale. Ils ont probablement raison. Un petit sourire féroce. Je garderai la fondation, la partie qui aide vraiment les gens. Et je céderai le reste à des gens qui le veulent plus que je ne l'ai jamais voulu. Et j'irai vivre dans une ville que personne d'entre vous ne peut trouver sur une carte, avec un homme qui m'aimait avant de savoir ce que je valais. Et une petite fille qui m'a dessiné dans sa famille au crayon de cire. Et je serai plus heureuse que cette pièce n'ait jamais vu un Hartwell l'être. Elle a regardé autour d'elle, les 300 visages. Vous pouvez appeler ça jeter ma vie par les fenêtres. J'appelle ça enfin la prendre en main. Et puis elle a traversé la salle de bal, passant devant le quatuor, les serveurs, 300 des personnes les plus puissantes du pays, droit vers Caleb Ward. Et elle s'est arrêtée devant lui, assez près pour sentir la chemise neuve et le cirage, et tout ce qu'il avait fait pour être digne d'une pièce à laquelle il n'appartenait pas. Tu es venu, a-t-elle dit. Je suis venu. Tu étais un lâche. Et puis tu as conduit 2000 miles et tu t'es tenu devant tous ceux que je connais dans la veste de ton père. Je l'ai fait. Pourquoi? Et Caleb Ward l'a regardé et n'a pas cherché de discours. Parce que Marge avait raison. La vérité n'en avait pas besoin. Parce que tu as été la première chose en 4 ans qui m'a donné envie d'arrêter de simplement survivre, a-t-il dit. Parce que ma fille a raison sur les gens. Elle l'a toujours eu. Et elle t'a choisi. Et parce que j'ai finalement compris que je ne protégeais pas Lily du chagrin en te renvoyant. Je lui apprenais juste à fuir. Et je serais damné si j'élève cette petite fille à être aussi effrayée que son vieux père. Sa voix a baissé, juste pour elle. Je n'ai rien, Vivien. Un camion. Un garage avec le nom d'un autre homme dessus. Une maison qui a besoin d'un nouveau toit. C'est tout. C'est toute l'offre. Mais ça vient avec 2 personnes qui t'aimeront pour absolument rien pour le reste de nos vies. Et j'ai le sentiment que c'est la seule chose que tout ça, il a jeté un coup d'œil à la pièce scintillante, n'a jamais pu t'acheter. Non, a dit Vivien doucement. Ça ne pouvait pas. Dieu sait que ça a essayé. Alors, et Vivien Hartwell, qui possédait la moitié du pays, qui aurait pu acheter cette petite ville d'un coup de fil, a regardé le mécanicien qui lui offrait un toit qui fuit et 2 cœurs. Et elle a fait le seul choix qui l'ait jamais rendue heureuse. Ramène-moi à la maison. Caleb Ward, a-t-elle dit. Ramène-moi à cette table qui est trop petite. Il l'a fait. Ils ne sont pas rentrés cette nuit-là. C'était 2000 miles et Caleb était éveillé depuis ce qui semblait être une semaine. Mais ils ont quitté le gala ensemble, sont sortis de cette salle de bal côte à côte pendant que 300 personnes regardaient et que les appareils photo crépitaient. Et Dorian Blake se tenait seul près de la scène avec sa fusion ruinée. Et le matin, ce serait dans tous les journaux du pays. L'héritière Hartwell et le mécanicien de petite ville. Mais aucun d'eux ne s'en souciait. Ils sont sortis dans la nuit de New York et Caleb l'a conduite à son camion rouillé à 4 pâtés de maison. Et Vivien Hartwell, dans sa robe couleur d'eau profonde, est monté sur le siège passager où le dessin au crayon de cire avait voyagé tout le long vers l'est.
et elle l'a tenu sur ses genoux. Tout le trajet jusqu'à l'hôtel Bon Marché, et elle a pleuré, et elle a ri, et elle était libre. Ils sont rentrés en 3 jours, et ce fut, dirait Caleb plus tard, le meilleur voyage en voiture de sa vie. Ils ont parlé tout le long, vraiment parlé, plus de murs maintenant, plus aucun. Elle lui a parlé de son père qu'il avait aimé et utilisé à part égale, de la solitude de ne jamais savoir si un sourire était pour elle ou pour son argent, du moniteur de ski et du peintre que Dorian avait mentionné, qui s'étaient tous deux révélés vouloir exactement ce que tout le monde voulait, et comment chacun lui avait appris à faire un peu moins confiance, jusqu'à ce qu'elle ait presque oublié comment. Et Caleb lui a parlé de Sarah, de tout, de la chapelle de l'hôpital et de la prière qui n'a jamais été exaucée, et des 4 années à construire des murs. Ils se sont donné toute la vérité. Enfin, comme ils auraient dû le faire depuis le début. Et au moment où ils ont traversé la frontière de leur propre État, la dernière distance entre eux avait disparu. Lily attendait sur le porche avec Marge quand le camion est arrivé dans l'allée. Elle attendait, a dit Marge, depuis 6 heures. Elle ne voulait pas entrer, ne voulait pas manger, elle était juste assise sur la marche du haut dans son manteau, regardant la route. Et quand elle a vu Vivien sortir de ce camion, Lily Ward a dévalé ce Porsche et traversé la cour si vite qu'elle était un flou. Et elle a percuté Vivien à pleine vitesse et a enroulé tout son petit corps autour d'elle. Et Vivien l'a attrapée et est tombée à genoux dans le gravier dans ses vêtements de voyage et l'a serrée. Et les deux sont restés comme ça un long moment. La milliardaire et la fille sans mère. Toutes les deux en pleurs. Toutes les deux enfin à la maison. Tu es revenu. Lily a sangloté dans son épaule. Tu es revenu. Tu es revenu. Je suis revenu, a chuchoté Vivien. Et je ne vais nulle part. Plus jamais. Tu m'entends? Ton papa et moi avons rendu la table trop petite exprès pour que tu doives nous garder tous les deux. Lily s'est reculée et l'a regardé avec ses yeux bruns sérieux, vérifiant, s'assurant, comme elle vérifiait tout depuis qu'elle avait 4 ans. Pour toujours, a dit Vivien. Tant que tu voudras de moi, c'est pour toujours, l'a informé Lily. C'est la même chose. Et Caleb Ward s'est tenu dans l'allée en gravier de la petite maison avec le toit qui avait besoin d'être réparé. Et il a regardé sa fille et la femme qu'il aimait se serrer l'une contre l'autre comme si elles n'allaient jamais se lâcher. Et Marge sur le porche, pleurant ouvertement dans son tablier. Et il a compris que la prière de son père, celle à laquelle il avait renoncé dans une chapelle d'hôpital il y a 4 ans, n'était pas restée sans réponse. Elle avait juste pris le long chemin. Elle lui était revenue sous la forme d'une femme en manteau gris avec des empreintes de doigts sur son poignet, dans un café, un matin ordinaire. Au moment exact où sa fille a dit « Cet homme est méchant ». Ils se sont mariés au printemps suivant, dans le jardin, sous l'arbre que Lily grimpait. C'était petit. Marge a fait le gâteau. La moitié de la ville est venue parce que Caleb Ward avait réparé les voitures de la moitié de la ville au fil des ans, et il l'aimait. Et ils sont venus voir l'homme le plus fatigué du comté. Enfin heureux. Vivien portait une robe simple et aucun bijou, et était plus radieuse qu'elle ne l'avait jamais été dans aucune robe de gala. Lily était la demoiselle d'honneur, et elle a pris son rôle avec la gravité d'un juge de la Cour suprême, et elle a pleuré, et elle se fichait de qui la voyait. Vivien a bien cédé l'entreprise, en grande partie. Elle a gardé la fondation et l'a dirigée depuis un petit bureau au-dessus du garage Ward et Fils Auto. L'enseigne toujours inchangée, parce que quand Caleb a finalement proposé de la repeindre pour ajouter son nom, elle a dit « Non, laisse-la. Certaines choses sont parfaites comme elles sont. » Elle a donné plus d'argent au cours de ses 2 premières années que son père n'en avait donné en 20. Et elle a dit que c'était la première fois qu'être riche ressemblait à autre chose qu'une cage. Le conseil d'administration était soulagé de la voir partir. Sa mère n'est pas venue au mariage, mais elle est venue le Noël suivant. Et elle a tenu sa petite fille, parce que c'est ce que Lily était maintenant. Et quelque chose dans le visage de fer de la vieille femme s'est un peu fissuré, et c'était un début. Dorian Blake, ont-ils entendu dire, a épousé la fortune de quelqu'un d'autre dans l'année. Caleb n'a plus jamais pensé à lui, sauf une fois où il était sous une voiture et que le souvenir de ses doigts manucurés sur le poignet de Vivien lui est revenu. Et il a constaté qu'il ne ressentait rien d'autre qu'une pitié lointaine et fatiguée pour un homme qui avait passé toute sa vie à s'agripper aux gens et n'avait jamais réussi à s'accrocher à un seul. Quant à Caleb, il a continué à réparer des voitures. Vivien avait assez d'argent pour qu'il n'ait plus jamais besoin de travailler un seul jour de sa vie. Et elle le lui a dit. Et il y a réfléchi pendant exactement 4 secondes avant de dire non. Un homme doit avoir quelque chose qui est à lui, a-t-il dit. Quelque chose qu'il fait de ses mains, qui est honnête. Le garage est à moi. C'était à mon père et ce sera à moi jusqu'à ce que je ne puisse plus soulever une clé. Et peut-être qu'un jour, ce sera à elle. Il a hoché la tête vers la maison où Lily faisait ses devoirs à la table de la cuisine. La table mise pour 3 maintenant. Toujours 3. Parfois 4 quand Marge venait. Elle aime les moteurs. Elle dit qu'ils ont du sens. Je me demande d'où elle tient ça. Ils ont eu des jours difficiles, bien sûr. Toutes les choses réelles en ont. Vivien faisait parfois des cauchemars sur son ancienne vie, sur le fait d'être désiré pour les mauvaises raisons. Et ces nuits-là, Caleb la tenait dans le noir et lui rappelait doucement, comme il rappelait à Lily les maux de ventre du contrôle de maths. Ça s'améliore. Il faut juste survivre à la nuit. Et Caleb avait toujours ses propres fantômes. Il avait encore des matins où le poids de tout ce qu'il avait perdu pesait sur sa poitrine. Et ces matins-là, Vivien faisait le terrible café du garage exactement comme il l'aimait,
et s'asseyait avec lui en silence et n'insistait pas, parce qu'elle avait appris de lui que ne pas insister était une forme d'amour en soi. Mais la plupart du temps, ils étaient heureux. La plupart du temps, c'était ordinaire, et l'ordinaire était tout le miracle. Les pièces de théâtre de l'école, les genoux écorchés et les 2 sortes de crème glacée dans le congélateur. Toujours 2, menthe et chocolat, pour toujours maintenant. Les promenades à la rivière où Lily a enfin appris à faire des ricochets à 9 ans, et a poussé un cri de fierté si fort que les oies se sont envolées de la rive opposée. Et Caleb et Vivien se tenaient sur le rivage, se tenant la main, et regardaient leur fille conquérir la seule chose qui l'avait vaincue. Et Caleb a pensé que c'était le moment le plus riche de toute sa vie, plus riche que tout ce qui se trouvait dans n'importe quel tour de verre. Parce que voici la chose que Caleb Ward a finalement comprise. La chose qui lui a fallu 35 ans, un cœur brisé et une terrible erreur lâche pour apprendre. Il avait passé 4 ans à croire que l'amour était une chose que le monde vous donnait puis vous reprenait. Que la seule défense était de ne rien vouloir, de n'avoir besoin de personne, de construire des murs hauts et de garder la vie petite. Il avait cru qu'un homme protégeait les gens qu'il aimait en refusant d'aimer qui que ce soit de nouveau, en apprenant à sa fille à s'attendre à la perte pour qu'elle ne puisse pas la surprendre. Il avait eu tort sur toute la ligne. L'amour n'était pas la chose qui était prise. L'amour était la chose qui restait quand on était assez courageux pour le laisser faire. Il ne demandait pas des conditions parfaites. Il n'attendait pas que vous ayez assez d'argent, assez de courage, ou que les fantômes soient partis et que les murs tombent facilement. Il entrait dans votre café un matin ordinaire, portant un manteau gris. Et il tenait la main de votre fille à la rivière, et il vous dessinait au milieu d'une famille au crayon de cire. Et tout ce qu'il demandait, la seule chose qu'il demandait, c'était que vous ayez le courage de rester. Vivien Hartwell avait quitté un empire pour s'asseoir à une table trop petite, et elle ne l'a jamais regretté, pas un seul jour. Et Caleb Ward, le guerrier brisé qui s'était autrefois agenouillé dans une chapelle d'hôpital et avait juré qu'il n'attendrait plus jamais de miracle, a appris que le miracle l'avait attendu tout ce temps, attendant qu'il se lève dans un café pour une étrangère. Puis, beaucoup plus difficilement, qu'il conduise 2000 miles et se lève pour elle à nouveau. Et enfin, le plus difficile de tout, qu'il arrête simplement de fuir et reste. Des années plus tard, quand Lily serait grande et que quelqu'un lui demanderait comment ses parents se sont rencontrés, elle sourirait et dirait que son père a défendu une femme dans un café, ne sachant pas qu'elle était milliardaire, et que l'argent n'a jamais compté, pas une seconde, dans un sens comme dans l'autre. Ce qui comptait, dirait-elle, c'est qu'un homme effrayé a appris à être courageux, et qu'une femme seule a appris à être vue, et qu'une petite fille avec une boîte de crayons de cire les a dessinés tous les 3 dans une famille avant que les adultes ne soient assez intelligents pour savoir que c'était vrai. Caleb Ward a cru un jour qu'il n'avait plus rien à donner et plus rien à perdre. Il avait tort sur les 2 points. Il avait tout ce qui comptait, et c'était à sa portée depuis le début. Il devait seulement trouver le courage de fermer la main dessus et de s'y accrocher. Et il s'y est accroché. Il l'a fait pour le reste de sa vie, à une femme qui l'a choisie plutôt que le monde. Et à une fille qui était plus courageuse qu'eux deux, à une petite table mise pour 3 dans une petite maison avec un nom sur le garage qui n'a jamais changé. Parce que certaines choses, une fois qu'on les a enfin bien faites, sont parfaites exactement comme elles sont.